Bonsoir. Bonsoir tout le monde, cher président. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour le deuxième colloque d'une série et qui a pour thème quel avenir pour les services publics au XXIe siècle. Comme il est de coutume, tout en remerciant le président, je vais te laisser quelques propos introductifs, François. Merci André. Je vais donc ce soir jouer le rôle de l'étiquette, c'est-à-dire ce qu'on voit en premier quand on achète le produit, mais aussi qu'on jette en premier. Parce que ce qui est intéressant, c'est le contenu. Et le contenu, ça va venir très vite. Alors, je vous remercie, je vous félicite de nous avoir rejoints à l'occasion de ce colloque qui fait partie d'un cycle, que je pourrais personnellement renommer, parce que c'est l'ambition, élever le niveau du débat. Je crois que c'est bien la formule adaptée à notre époque, qui, par certains côtés, ne nous tente pas à nous élever dans la stratosphère. Donc c'est notre contribution, nous, à la CFE-CGC, d'essayer sur des sujets complexes, d'ouvrir un petit peu le champ d'investigation. Et donc nous avons ce soir quel service public pour le XXIe siècle. Alors, avant de terminer, une petite histoire. La semaine dernière, j'étais à une réunion, une conférence de presse, d'une alliance qui se constitue, dit l'Alliance pour l'industrie, et qui, à ce stade, regroupe la CFE-CGC, la CFTC, la CPME, des personnalités comme Arnaud Montebourg, etc., qui sont des personnes qui se sont beaucoup impliquées sur la question de l'industrie et qui ont un discours cohérent. Et donc voilà, nous avons lancé cette opération-là, qui est une opération qui n'est pas seulement que médiatique, mais qui a vocation à faire des propositions, etc. Et à l'occasion de cette conférence de presse, chacun y est allé de sa proposition, de sa vision, puisqu'on était à peu près une dizaine autour de la table. Et moi, je retiens deux sujets. Deux sujets qui ont été proposés comme étant des sujets de travail et d'investigation pour avancer sur la question de la réindustrialisation. Produire en France. Vous allez me dire quel rapport? Mais le rapport est immense. Je vous cite les deux sujets. La commande publique. La commande publique, c'est 100 milliards. Je ne sais pas si on en parle ce soir. C'est 100 milliards d'euros en France. La France est le pays d'Europe qui consacre le plus faible pourcentage de la commande publique à acheter des produits français. Problème. Et c'est un sujet qui est absolument central, qui touche des questions réglementaires, mais qui touche particulièrement l'organisation des services publics, pour le coup, de l'État, territoriaux, etc. Et dont on voit bien que la façon dont il est géré n'est pas sans conséquence sur d'autres sujets qui ont à voir avec le développement économique. Et c'est très exactement l'ambition de ce qu'on a construit à la Confédération et qu'André Thomas anime dans son secteur, c'est comment penser l'organisation, les missions des services publics pour que l'impact économique du fonctionnement des services publics en France puisse être mesurable et augmenté. Le deuxième sujet, c'est la recherche. C'est moi qui l'ai porté. Pourquoi est-ce que la France est un pays à ce point en retard par rapport aux autres pays européens, et en particulier avec les compétiteurs qu'on lui adresse en permanence, l'Allemagne et d'autres? Pourquoi un point de PIB de retard sur la recherche publique? Or ça, la recherche publique, c'est un service public. Service public de la recherche qu'on peut tout à fait bien repenser en lui donnant une destination d'efficacité, d'impact économique. Et sur ce sujet-là, là encore, on est parfaitement dans le sujet. Ce sont des exemples que peut-être on n'abordera pas ce soir, mais c'est simplement pour décrire à quel point la question des services publics pour le XXIe siècle est une question stratégique. C'est une question stratégique, et j'en termine, c'est mon dernier mot. On a occupé l'espace public et politique pendant 6 mois sur la question du budget. Le budget, est-ce qu'on a un budget, blablabla? Est-ce qu'on coupe telle dépense? Est-ce qu'on ajuste à tel endroit? 1 euro par-ci, 1 euro par-là, etc. J'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Ce n'est pas le problème.
Le problème, c'est quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Et en fonction de ça, on construit un budget à l'appui de cette stratégie. Mais désormais, tout le débat est sur le budget et pas sur la stratégie. Donc ce soir, on parle stratégie. Merci François, ce qui me permet de continuer le propos, car tu parlais de stratégie de long terme, et j'avais envie de dire que le génie est une longue impatience. Et comme il me semble que vous êtes impatient, et pour nourrir cette impatience, donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir à notre colloque différentes personnalités, chercheurs, sociologues, historiens ou comment dire, experts de l'économie. Je songe à Adrien Lehmann qui vient d'arriver. Et donc je vous demanderai d'applaudir Nadège Vézina, Régis Lano, Adrien Lehmann qui va arriver d'un moment à l'autre et qui vont donc être présents là tout à l'heure sur les 3 tables rondes. Alors une petite information. Bien sûr, vous me dites, mais il en manque. Oui, tout à fait. Nous avons eu 2 désistements en raison d'un événement contraint pour Julie Gervais. J'ai une pensée pour Julie, qui m'a appelé vendredi soir, voilà, en me disant qu'elle avait un problème énorme. Et également pour Thomas Pérou, qui est bloqué dans un avion au Brésil au moment où je vous parle, qui aurait dû atterrir à Orly à 14h cet après-midi. Donc le week-end a démarré comme cela. Et ensuite, après moult échanges entre nous pour trouver quelqu'un voilà, de spécialiste sur les sujets que nous allons aborder et que François a évoqués, nous avons trouvé Willy Pelletier, voilà, qui a fait des travaux de recherche et qui m'a dit hier soir, oui, je peux venir, mais qui, ça fait 1 heure, m'a fait un petit SMS pour me dire que sa femme avait eu un accident de voiture. Je peux vous assurer qu'ils nous donnent tous leurs témoignages, on a une pensée pour eux, pour nous dire que ça va bien se passer et qu'à partir de ce moment qu'a inauguré François, à partir de 18h, Julie, envers qui nous avons tous une pensée, voilà, et Willy et Thomas nous ont dit « Rien ne va vous arriver, l'estrade est solide, les conférenciers aussi. » On en blaguait tout à l'heure, parce que jamais ça nous est arrivé comme ça. Voilà. Donc Willy pourrait arriver d'un moment à l'autre. Je lui ai dit qu'il devait donner priorité, bien sûr, à sa femme, qui n'a rien, mais qui est à l'hôpital. Et je conclus, effectivement, cette introduction que j'étais obligé de vous faire, y compris pour tout le public qui est donc derrière son écran. Alors, et on peut les applaudir. Pardon, merci. Donc, comme l'a rappelé François, c'est un cycle de 2 colloques, dont le premier a traité en fait des relations entre le service public et l'Europe, l'histoire aussi du service public, avec Claire Lemercier, vous vous rappelez, qui a présenté un service public qui n'est pas monolithique, qui n'est pas fixé ad aeternum. Et ensuite, nous avons échangé aussi avec des conférenciers qui nous traitaient de l'économie et des relations entre le service public et l'économie. Ce soir, donc, nous avons 3 tables rondes. Alors, 3 tables rondes, mais pour l'instant avec un seul intervenant. Donc voilà, c'est nouveau, c'est un nouveau concept, on rebondit. On a l'habitude dans le syndicalisme. Hein. On est tous les jours confrontés à des situations pour lesquelles on doit trouver des solutions. Donc on en a trouvé. Et donc, la première table ronde est consacrée au sujet de l'organisation et des responsabilités. C'est quoi l'organisation comment est l'organisation du service public? Et Nadège Vézina va nous présenter cela avec détail. La deuxième table ronde est intitulée « Les comparaisons internationales ». Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Comment ça fonctionne? Comment peut-on s'inspirer? Parce que souvent, et je regarde certains d'entre vous qui me disent « Mais non, c'est comme ça, André, on ne peut rien changer. » Je ne sais pas si on pense qu'on peut changer les choses, mais peut-être qu'il y a des modèles qui sont inspirants et d'autres moins. Et donc, ce sera en compagnie de Régis Lano.
Et la troisième table ronde, je vous le jure, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Adrien, tu peux venir ici, hein, tes collègues sont là. Ah oui, parce que voilà. Donc Adrien Lehmann, donc vous inquiétez pas, il est bien présent. Voilà. Non mais oh. Merci. Adrien Lehmann, qui donc avec moi présentera différents scénarios sur le service public au XXIe siècle. Alors, pendant que je vais laisser Nadège s'installer, sans se blesser, merci. C'est le fil rouge de la soirée, faire attention. Voilà, donc je vais présenter le premier sujet de la table ronde. Comme nous tous, en fait, nous sommes au courant en fait, que depuis 2-3 décennies, nous voyons une succession de réformes. On peut penser à la réforme de différents marchés sur la libéralisation. On peut penser aussi à un exemple très précis qui est celui de la T2A sur l'hôpital, et que ces réformes, en fait, n'ont pas donné les résultats escomptés. Et donc, il nous a semblé important de poser ces questions, savoir pourquoi ces réformes, qui nous promettent tous un meilleur fonctionnement de l'hôpital, vous vous rappelez, ça fait 20 ans, un meilleur fonctionnement du marché de l'énergie, finalement n'aboutissent pas. Et Nadège a consacré une très grande partie de ses travaux de recherche, peut-être pas, elle nous dira si c'est le bon terme ou pas, à la déconstruction des mécanismes sur le moyen terme et le long terme qui font qu'on aboutit à ces résultats qui n'en sont pas finalement. Voilà, donc je vais m'installer. Ah, j'oubliais, oui, parce que vous avez vu le teasing et je vous avais posé 2 questions, vous vous rappelez? Et j'avais posé la question, bon, Julie n'est pas là, mais de savoir qui a dit que de réforme en réforme, c'est la politique du salami. Ah, je vois des mains se lever, mais on n'est pas dans un talk show, donc on va poser la question directement à Nadège, si elle a dit ça ou si les fonctionnaires sont parfois hors sol. Merci beaucoup, merci André, merci à tous de m'avoir invité ce soir. J'avoue, c'est moi qui ai dit ça, la politique du salami, ça vient de moi. Tu avais des parents dans... Non, dans pas la du tout. charcuterie ? Non, pas du tout. J'avais repris l'idée à Didier Tabuteau qui avait analysé l'assurance maladie comme ça. Et je m'étais dit qu'on pouvait sûrement le décliner sur d'autres services que l'assurance maladie. Et l'idée, la métaphore, parce que c'est une métaphore de la politique du salami, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'idée de fractionner, de faire des toutes petites tranches, de fractionner de manière si progressive les services publics, l'assurance, peu importe, une entreprise, ce que vous voulez, que ça devient invisible. Et que ça devient presque pour les agents aussi indolore. On ne le sent pas passer. C'est tellement fin que finalement, c'est discret. On ne le voit pas arriver. Et quand finalement, à la fin, vous avez mangé tout votre salami, il n'est plus là. Enfin, donc vous voyez, ça n'en produit pas moins des effets, des résultats, mais finalement, on se rend moins compte et ça permet, alors pour continuer la métaphore du salami, l'absorption de ce salami, eh bien on s'en rend moins compte et on en mange plus quand les tranches sont fines que, je ne sais pas si vous pensez au dernier apéro que vous avez fait, mais il y a pour rendre les choses plus tolérables, il faut y aller doucement. Mais y aller doucement, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas plus loin et plus fort, puisque à chaque tranche, on enlève quand même quelque chose. Donc il y a cette dimension-là. Est-ce que tu voudrais dire que, parce que tu as dit on en mange plus, donc on mange plus de services publics pour des résultats qui ne sont pas là? Où on enlève, on fait plus de réformes. Dans la politique du salami, c'est de faire passer des réformes de plus en plus. Et la logique et cette métaphore, l'idée, c'est de dire qu'on va rendre acceptables les réformes. Et pour les rendre, il y a une logique d'acceptabilité de la réforme. Et on est de plus en plus, alors pour que vous sachiez tous d'où je parle, moi je suis une spécialiste de la poste et de la santé. Donc mes exemples favoris dans l'ouvrage que j'ai écrit portent beaucoup sur le champ postal ou le champ de la santé. J'essaye d'aller chercher d'autres services publics. J'aime beaucoup les collègues qui ont travaillé sur EDF, les trains, enfin tout ce qui est réseau me plaît beaucoup, mais j'utilise beaucoup ceux-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les services publics, on fait face à des réorganisations permanentes. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là sur le terrain. C'est ça, finalement. On change et on rechange et on rechange. Alors qu'en fait, les théories du changement, elles nous disent qu'il y a une situation, elle n'est pas bonne. Il faut la changer. Donc,
on défrise les choses, on dégèle, et à la fin, une fois que vous avez remis un glaçon, une belle forme, vous refrisez les choses, vous regelez, et il faut que le glaçon reprenne. Sauf que si vous êtes tout le temps en train de passer votre glaçon dans de l'eau chaude, désolé, j'aime bien les métaphores en fait. Mais du coup, il ne refrise jamais, il ne redevient jamais un glaçon puisqu'il reste toujours à l'état liquide. Et une réforme, on enchaîne une autre, puis une autre. Et en fait, les agents nous parlent tout le temps de réorganisation permanente, incessante. Et c'est réorg sur réorg. Donc à la fin, on ne dit plus réorg, c'est un autre terme, ça va changer. La terminologie sera différente, mais finalement, le principe reste le même. Et ces réformes, elles visent à construire alors, ce que j'ai appelé dans l'ouvrage un cercle vicieux. Un cercle vicieux du service public, de la détérioration du service public, qui en fait, c'est ça qui est intéressant, quand on regarde et qu'on les compare les uns aux autres, on voit que ce sont plus ou moins les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et pour, peut-être si je peux continuer et vous donner un petit mot de ces mécanismes, ça démarre toujours sur, et ça a été dit tout à l'heure par François, est-ce qu'on raisonne d'abord par le budget pour être stratège, ou est-ce que c'est la stratégie qui définit le budget ? Bien là, c'est ça que j'ai dans mon bouquin, l'idée c'est de dire qu'il y a une inversion des logiques prioritaires. Avant, le service public avait un coût, on cherchait les coûts pour produire un service. Et aujourd'hui, on va raisonner d'abord par le coût. Il faut que ça coûte tant, donc qu'est-ce qu'on coupe ? Qu'est-ce qu'on va sacrifier ? Qu'est-ce qu'on priorise ? Donc ça va créer des concurrences en interne, ça va créer tout un ensemble de phénomènes. Et cette logique de coût, c'est la première étape. C'est l'idée de mettre en place de la rentabilité, ou en tout cas, si ce n'est pas trouver des recettes, c'est réduire les dépenses. Donc on est vraiment, on sort du budget, ça a été dit, et en effet, on est vraiment dans cette logique-là. Sauf que cette première étape, elle va emmener à une seconde étape, l'étape du délaissement des infrastructures. C'est-à-dire, bah oui, si vous n'avez plus de coûts. Ça me fait penser que ce matin, je me permets, Nadège, Ouais. Je voyais un article sur la Voie du Nord, près de chez moi, où l'hôpital de Dunkerque annonçait un budget en déficit, bon, c'est quelque chose d'assez courant, de plusieurs millions d'euros. Et je me posais la question, en pensant au colloque de ce soir, en me disant, mais il y avait tout un article sur le déficit. Et à aucun moment, en fait, on parlait des besoins de la population. Donc pour toi, en fait, la première étape, c'est ce qui est devenu, ce qui peut nous paraître normal, c'est l'exigence de rentabilité. Et c'est qu'à partir de ce moment-là, s'il n'y a que ça, qu'on a le début d'une détérioration. Tout à fait, on est dans le primat de la logique économique, alors même qu'on devrait se poser la question, ou d'autres pourraient le faire, est-ce qu'un service public est censé être rentable ? Est-ce que justement, ce qui fait la singularité, j'y reviendrai, moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, ce n'est pas justement le service qui va être rendu. À quels besoins on répond ? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont extrêmement, pour le dire différemment, mais avoir un peu la même idée, moi je parle beaucoup d'interdépendance. Les écologies sont liées. Ce qu'on enlève quelque part, on le retrouve ailleurs. Donc si un acteur ne le fait plus, ça se reporte sur le secteur. Ce que le service public ne fera plus se reportera sur le secteur privé, des associations dans le meilleur des cas, ou finalement le secteur privé lucratif dans le pire des cas, qui va essayer de cannibaliser et d'en tirer certains éléments, mais pas tous. Donc on est vraiment dans cette logique-là, alors même qu'on pourrait s'interroger sur cette rentabilité nécessaire du service public, cette nécessité du changement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être interrogé. Donc c'est la première étape, il se passe quoi ensuite ? Cette étape, elle va induire... tout ce que, alors je ne sais pas si vous êtes des managers ou si, mais ce fameux terme que j'aime, qui m'interpelle en tant que sociologue, de lean management. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ça parle à tout le monde, cette expression, je dois clarifier. Le lean management, c'est l'idée d'aller à l'essentiel. On coupe le superflu. Mais quand en fait, il reste déjà que l'essentiel, qu'est-ce que vous coupez encore ? Donc, on est sur cette deuxième étape. Une fois que c'est la logique de la rentabilité, vous allez instaurer du lean management, vous allez du coup délaisser les infrastructures, cette deuxième étape, qui va produire quoi ? Alors, les infrastructures, c'est le bâti, c'est le patrimoine architectural, ce sont les rails, ce sont les wagons pour venir en train que tu utilises. C'est vraiment dans cette logique-là. Eh bien, ça va faire que vous allez avoir des infrastructures qui vont prendre de l'ancienneté, qui vont moins bien fonctionner. Et c'est fou, aujourd'hui, pour faire un Paris-Limoges, on met plus de temps qu'il y a 30 ans. Parce que ce sont les mêmes rails qu'il y a 30 ans. Et que du coup, on fait rouler le train moins vite. Parce que c'est plus dangereux qu'il y a 30 ans. Et c'est plus cher. Donc, ce délaissement des infrastructures, ça va produire quoi ? C'est la troisième étape, une dégradation des services.
Les services, ça va moins bien rouler, il va y avoir des dysfonctionnements, il va y avoir des temps d'attente. Pensez à votre bureau de poste quand vous avez été chercher... Non, il faut que j'arrête avec la poste. Pensez aux hôpitaux, les brancards aux urgences. La dernière fois que vous y avez été, la PHP, maintenant, ils annoncent les heures d'attente qui parfois font plus de 24 heures. À partir d'ici, il y a 29 heures d'attente. Et c'est vrai, hein. C'est pas, je ne le dis pas pour exagérer, c'est vraiment ça. N'allez pas aux urgences à 18 heures, c'est la mauvaise heure. Là, vous avez 30 heures d'attente. C'est très compliqué, il vaut mieux y aller à un autre moment. Nadège, tout ce que tu nous dis là, en fait, nous apporte le constat de l'étrangeté. Pourquoi ça se passe ainsi? Parce que tout ce que tu as commencé à expliquer nous paraît logique. Et on ne s'en rend pas compte alors? Si, on s'en rend compte, mais il y a des strates différentes de réforme. C'est-à-dire qu'on a tendance à tout mélanger et à imbriquer les choses. Dans mon travail, j'essaye de distinguer ce qui va relever de la marchandisation, la mise en concurrence, de la libéralisation européenne. C'est une autre logique. La marchandisation, c'est si vous voulez mettre en place des services payants, gratuits. Si vous voulez mettre en place des services avec une péréquation tarifaire, c'est le timbre, par exemple, postal, ou du yield management, c'est encore un terme barbare, mais vous faites évoluer le prix des choses en fonction de la demande, donc c'est le train, les avions. Plus vous demandez un tarif, plus ça augmente, alors que le train, le même timbre pour aller de Perpignan à Paris ou de Paris à Paris, dans un arrondissement, c'est le même prix. Donc c'est vraiment ces logiques-là. Et il y a la logique de la privatisation. Est-ce que vous faites en action directe? Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous externalisez complètement? À qui? Comment? À quel pourcentage? Quel degré? Comment vous mettez en place finalement l'organisation du service public? Et toutes ces réformes, elles se sont mélangées à différentes strates. C'est-à-dire qu'il y a eu des strates de la rigueur, il y a eu les strates de la réforme pour l'efficacité. Il y a eu un moment, et on a des choses c'est très socio-historique, on trouve des éléments sur la productivité, ça ne s'appelait pas efficacité. Il y avait, c'est des termes qui changent, on va parler aujourd'hui d'efficience, ça se modifie. Il y a eu la logique des réformes de la simplification. On va chercher à simplifier. Qui fait quoi? Parce qu'il y avait des redondances, parce que c'était... et finalement, toutes ces réformes qui s'agrègent les unes aux autres, ça crée beaucoup de complexité. Et souvent, on voit qu'il y a... Alors, c'est pas moi qui avais dit dans ton teasing la petite phrase de Julie, mais dans mes travaux, on montre aussi beaucoup qu'il y a un décalage entre les niveaux supérieurs, le siège, et les agents de terrain. Et que souvent... les agents de terrain, on leur pose peu les questions de qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer les choses. Moi, j'aime bien, je fais des enquêtes de terrain où je vais voir des enquêtés, je leur parle, on fait des entretiens, je fais des observations avec eux. Et quand on observe des choses sur le terrain, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les gens nous disent, et parfois on a des choses, c'est fou que personne soit allé les voir et leur ait dit que le brancard, il n'entre pas parce que la porte, elle s'ouvre du mauvais côté. Donc, en fait, ça tape. Mais il suffirait de changer. Déjà, ça permettrait de circuler de façon... Enfin, il y a des choses, parfois, je vous assure, et personne n'est jamais venu vous demander, vous dire, non, mais ils nous envoient des boîtes de consulting, on a des gens qui passent, qui nous font des réorgs. Mais en fait, on n'avait pas besoin de tout changer et on repart à zéro et on recommence. Et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Moi, j'avais appelé ça dans mes travaux antérieurs sur la Poste, les politiques des essais-erreurs. On essaye, ça ne marche pas, bon, tant pis, on arrête. Et c'est vrai que sur ce qu'a dit François tout à l'heure, la Poste était un des premiers employeurs alors je ne sais pas, ça parle peut-être aux plus anciens, mais avant les premiers ordinateurs, il y avait une firme qui s'appelait Bull. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était une firme française qui était uniquement commandée par des instances, par des ministères, le ministère des PTT. Les PTT étaient... Et à un moment, ils se sont dit, c'est plus cher, on va arrêter. Et ils ont en effet tué cette firme-là. Alors, ils ne le savaient pas, ils s'en sont rendus compte après. Quand vous regardez les archives du ministère de l'économie et des finances, vous tombez sur des papiers du Trésor fabuleux qui vous disent « Ah, mais on n'avait pas anticipé qu'on a essayé de rentabiliser pour la Poste, pour les PTT à l'époque, pour que ça soit moins cher dans les coûts sur les ordinateurs. Bull est plus cher que je ne sais plus quel était l'autre à l'époque. Ils ont pris le deuxième, qui était un Américain, celui qui existe toujours. Et finalement, la seule industrie française qui faisait des ordinateurs qui tenait le coup dans les années 80 n'avait plus de commandes, donc a fermé. Et dans ce que tu expliques là, en fait, au niveau de la dégradation, tu avais commencé sur le cercle avec, pour commencer, l'exigence de rentabilité, ensuite la détérioration, je crois, c'est ce que tu as dit, en fait, des services. Et oui, j'ai pas fini d'ailleurs. Ah, pardon. Non, c'est pas... Mais une fois que les services sont détériorés, pour finir très vite, qu'est-ce qui se passe?
ben, vous avez moins de fréquentation. Les gens viennent moins. Donc, soit ils trouvent des concurrents. Donc, pour voyager, ils vont faire Blablacar au lieu de la SNCF. Ils vont faire d'autres choses. Ou même, et ça c'est intéressant, les sociologues le regardent, ils arrêtent de voyager. Il y a du non-recours. Ils arrêtent d'utiliser les services puisqu'ils ne trouvent pas d'autres alternatives. Ça ne veut pas dire que forcément on va toujours dans le privé. C'est pas Parfois, il n'y a plus rien à la place. Et ça, c'est peu regardé. C'est dommage de ne pas s'y intéresser. Parce que je crois que c'est vraiment... Ça serait quelque chose à vraiment identifier dans tous les secteurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'alternative? Et auquel cas, qu'est-ce que ça empêche? Qu'est-ce que ça bloque? Et une fois que vous n'avez plus cette alternative, eh bien alors... C'est l'argument qui est donné. Vous voyez, ils ne viennent pas, ils ne l'utilisent pas. Donc, on va privatiser ou ouvrir à la concurrence. Et ça, c'est intéressant parce que cette privatisation, cette ouverture à la concurrence, elle provoque justement ce qu'elle entendait éviter. Elle laisse à la charge des services publics uniquement les activités non rentables. Uniquement les activités qui nécessitent une prise en charge lourde, uniquement les dossiers, si on parle de santé, des maladies coûteuses, chroniques, c'est pas la petite opération ponctuelle rentable. Celle-là, elle sera faite dans les cliniques. Donc c'est assez intéressant de voir la partition de ce qui va être laissé au service public, mais du coup, dans l'impossibilité de nouveau retomber sur cette rentabilité. Et ça finit, et là je termine ma boucle en haut, avec une dualisation des services qui augmentent encore, avec une segmentation, dualisation, voire segmentation du haut de gamme, du bas de gamme, des strates, des segmentations finalement, des catégorisations entre les usagers qui rompent avec le principe d'égalité du service public. Donc un principe au départ extrêmement fort. Et qu'est-ce que ça produit ça sur les usagers, mais aussi surtout sur les agents? Parce que moi je suis sociologue du travail, je m'intéresse beaucoup aux agents, beaucoup aux gens qui travaillent. Ben, ça produit de la perte de sens. Parce qu'ils n'étaient pas là pour ça, ils n'étaient pas là pour mal travailler, ils n'étaient pas là pour que la mission de service public, qui est la raison d'être du service, eh bien, elle passe en second plan à cause des déficits, en second plan. Et finalement, c'est l'utilité sociale de ces métiers qui sont très engageants, finalement, qui va être complètement mise à mal et qui va s'accentuer de plus en plus au fur et à mesure que cette politique du salarié les rapproche des entreprises privées, soit dans les modes de gestion, soit dans les objectifs à atteindre, soit dans la gestion des coûts. Nadège, je reviens à ma question, tu y as répondu partiellement, mais comment se fait-il qu'une fois que le cercle vicieux de détérioration des services publics est installé, avec ce que tu expliques, les différentes étapes, comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y ait pas une réaction, alors Julie devait être là ce soir, mais bon voilà, une réaction qui pousse à inverser la tendance? Parce que c'est très clair, si un service public se détériore, on a moins envie d'en user, ou tout simplement, comme tu l'as expliqué sur le non-recours, on ne peut pas en user. Et comment se fait-il qu'à un moment donné, il n'y ait pas un déclic, Alors, il y a des déclics, mais les enjeux de la résistance... Est-ce que tu as des solutions? Les déclics, c'est des déclics, pour répondre, je vais aller sur, il y a deux enjeux. Il y a les enjeux des déclics individuels et collectifs. Individuel, c'est comprendre ce qui se passe, le voir, se dire, tiens, là, il y a un truc, on y va doucement, en douceur, mais mine de rien, il se passe quelque chose. Et c'est déjà une première étape. Et ça, la prise de conscience, elle n'est pas évidente. Pourquoi? Parce que les réformes... Au départ, rappelez-vous, quand ils essayaient de mettre en place, en tout cas pour la Poste, une réorg, il y avait une réorg nationale. C'était la même date, la même jour, on arrêtait dans tous les centres de tri, il se passait quelque chose, c'était global. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les réorgs? Elles sont locales, individualisées, régionalisées, elles n'ont pas lieu au même moment, elles sont découpées en petits morceaux. Du coup, quand il y a une résistance, même une résistance syndicale, parce que l'idée pour résister, c'est le groupe, c'est le collectif. Donc ça peut être des syndicats, mais pas que. Ça peut être dans les services publics, il y avait beaucoup d'amicales, il y avait beaucoup d'ordres sur certains métiers très constitués. Donc ces amicales, ces groupes professionnels, c'est quelque chose qui avait beaucoup de pouvoir. Et on a commencé à casser ces collectifs. Et en mettant en place des réformes qui sont... en décalé, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, en décalé, mais je ne sais pas, vous voyez l'idée, vous voyez à quoi ça correspond, en mettant les choses de manière, avec un petit décalage à chaque fois, eh bien, il n'y a pas de réaction globale. C'est-à-dire, un bureau de poste va s'insurger, mais bon, comme les autres, il ne s'est encore rien passé, il est tout seul, et finalement, on voit qu'il y a des conflictualités locales qui se mettent en place, des grèves locales.
Et on n'arrive plus à trouver, ils n'arrivent plus, les syndicats qui sont, et moi c'est ce que je vois dans les résistances à retrouver, c'est comment réussir à retrouver un sens global, une cohésion commune à faire. Donc il faut réussir à discuter, à se parler, à trouver du sens partagé dans les réformes qui sont subies. Et ça, c'est pas évident parce qu'en noyant tout le monde sous des enjeux de glissement de tâches, plus de travail, de non-remplacement de l'agent qui est parti à la retraite. Finalement, chacun se retrouve dans une situation de surtravail, donc d'intensification et de glissement de tâches. Je me retrouve à faire des tâches que je n'étais pas censée faire. C'est-à-dire que ce ne sont pas mes tâches, mais, et pourquoi ils le font, vous allez me dire, parce que s'ils ne le font pas, personne ne le fait et le service ne tourne plus. Donc le zèle des agents du service public, c'est quelque chose qu'on ne retrouverait pas dans le privé d'ailleurs, qui est très très particulier. Cette dimension de tenir malgré tout, de faire quelque chose en plus. Et... Tout à fait, Nadège. Alors, en fin de votre ouvrage, Nadège, vous dites que nous sommes arrivés à des services publics facultatifs. J'aime beaucoup cette expression parce que finalement, elle résume bien l'absence de discernement et de capacité en fait, de notre corpus social et politique aussi à faire des choix. Mais on y reviendra tout à l'heure en deuxième et en troisième table ronde. Et vous dites aussi donc qu'est venue l'heure des choix. D'ailleurs, vous allez dans ce sens-là. Alors, quels choix sont possibles pour le XXIe siècle, comme le titre du colloque l'aborde? Avant de venir sur la conclusion, je veux bien quand même, si tu prie, pardon. Parce qu'en fait, on n'a pas été sur l'idée du livre qui s'appelle Service public empêché. Moi, je voudrais bien vous expliquer pourquoi dans cette idée d'empêchement, il y a un jeu de mots. Il y a un double jeu qui j'aimerais expliquer avant d'aller sur facultatif, parce que c'est parce qu'il est empêché qu'il peut devenir facultatif. Mais c'est quoi cet empêchement? De prime abord, tout le monde pense que quand je dis empêché, ça veut dire qui est bloqué, qui fait face à des obstacles. C'est pas faux. Mais ce n'est pas celui-là, ce n'est pas ce sens-là qui me semble intéressant. Le sens, l'empêchement qui me semble vraiment crucial et qui fonctionne très bien pour les services publics, c'est l'empêchement au sens de gêner parce qu'il fonctionne quand même. Il ne s'arrête pas. C'est la continuité du service public. Il ne peut pas s'arrêter. Ils ne se mettent pas en retrait, les agents, les infirmières qui reçoivent des gens à l'hôpital. La personne qui est venue prendre son relais, elle ne s'en va pas. Elle reste. Elle ne finit pas sa garde. Elle ne peut pas s'en aller. Elle attend sa collègue. Il n'y a pas de collègue. Mais la dame, là, elle ne va pas bien. Bon, elle reste, elle enchaîne les gardes. C'est cet empêchement-là qui est hyper intéressant. Et du coup, on peut réfléchir aux différents types d'empêchements. Parce qu'il y a l'empêchement au sens d'obstacle, d'impossibilité à agir, lier les mains de quelqu'un. Mais il y a l'empêchement au sens de limite à surmonter. Alors, les limites à surmonter, on peut le voir quand ça va dans le bon sens. Mais ça peut être aussi dysfonctionnement. L'empêchement au sens ça dysfonctionne, c'est le cercle vicieux. Pourquoi on n'a pas été contre la mise en concurrence c'est pas simple. Il y a aussi, ça on en parlera, sur pourquoi ça s'est mis en place, le turnover. Le fait que les gens tournent beaucoup, vite. Donc, ils n'ont pas l'histoire du service. Ils arrivent, ils prennent les manettes, ils sont cadres, on leur donne... Et souvent, en plus, je suis là avec un syndicat de cadres. Cette position-là, je la trouve extrêmement intéressante parce que ce sont des agents. Ce sont des salariés, ce n'est pas le patron. Et en même temps, ils sont pris entre deux. Ils sont entre le marteau et l'enclume. Souvent, ils utilisent avec moi, c'est les cadres que je rencontre, les cadres intermédiaires du service public, ils me disent qu'ils sont des tampons. Je suis un tampon. Et mon rôle, ça va être soit d'être soutien social de mes agents, d'être là un support social pour prendre sur moi l'attention et la pression qu'ils ont et l'absorber. Si j'y arrive bien, ça se passe. Si j'y arrive pas et que je décuple, et on voit bien quand ça se passe pas bien, c'est les encadrants qui font écho à cette tension au lieu de la canaliser et de la calmer. Et là, ça part pas très bien. Donc c'est pour ça que dans le management intermédiaire, on trouve beaucoup plus que dans les autres catégories professionnelles, en fait, de burn-out, de difficultés mentales qui sont avérées maintenant depuis un certain nombre d'années. Tu l'as constaté aussi ? Oui, complètement. Ouais. Parce qu'il y a 10 ans, quand on avait parlé de Technologia, de France Télécom, les suicides de France Télécom, tout le monde pensait que le seul moyen d'exprimer un mal-être, c'était le suicide, mais absolument pas. Ce qui est très intéressant, c'est de regarder les arrêts maladie, les absentéismes, les situations de détresse, les recours, les groupes
groupes de parole quand il y en a, c'est pas toujours le cas. Certains DRH un peu plus portés sur les questions sociales essayent de donner la parole, ce qui est déjà une façon d'entendre, ou en tout cas de permettre l'écoute. Entendre, c'est autre chose peut-être que d'écouter, mais c'est déjà un premier niveau. Et ça, c'est assez intéressant pour essayer d'identifier si l'empêchement relève de ces dysfonctions, d'une limite à dépasser, d'un blocage institutionnel, on en pourra en parler. Il y a plein de choses extrêmement différentes. On peut même imaginer qu'il y a de l'empêchement qui relève d'incertitudes. On imagine que ça va se casser la figure, on imagine des incertitudes réelles ou supposées, des menaces qu'on peut s'imaginer comme folles. Alors, on parle de l'écroulement du courrier à la poste, par exemple, mais il y a 50 ans, dans les archives, ils en parlaient déjà. Donc en fait, il y a 50 ans, c'était déjà la menace qui était brandie. Alors bon, à un moment, il va falloir la considérer quand même, parce qu'en effet, il y a des ordinateurs, il y a l'Internet, il y a plein de choses qui ont changé. Mais on imaginait aussi que quand il y aurait une ouverture à la concurrence en 2011, il y avait toutes les postes européennes qui allaient venir faire donner des bureaux de poste, mettre plein de petites boîtes à côté des boîtes jaunes, avec des boîtes aux lettres qui vont être italiennes, il ne s'est rien passé. Il y avait toute une tension et un stress très fort sur cette ouverture à la concurrence qui finalement, vous voyez, on est aussi sur des choses qui bloquent et qui sur l'imaginaire. Donc cet empêchement, eh bien, il va créer une situation d'inertie qui va empêcher un petit peu les choses d'évoluer, de bouger. C'est des gros paquebots. Et c'est vrai qu'un paquebot, c'est plus dur à manœuvrer qu'un petit voilier. C'est plus difficile à faire changer de direction, changer de cap. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne marche pas. C'est vrai ce que tu dis par rapport à la Poste, parce qu'on se souvient tous de cette époque-là où on nous promettait, comme dans d'autres secteurs d'activité, je pense à la libéralisation du rail, des transports en commun, métro, tramway, c'est en cours, hein, étalé sur plusieurs années. Et on s'imaginait très bien, et d'ailleurs il y a une société dont j'ai oublié le nom qui s'est mise sur le marché, elle s'appelait Adrexo je crois à l'époque, et qui a ensuite périclité, hein, tout simplement. Et en fait on a été très étonnés, là je parle en tant que citoyen et aussi responsable syndical, en fait que ce qui avait été dit, la recherche de la performance grâce à la concurrence, qui, nous, à la CFE-CGC, nous choque pas quand ça ne s'adresse pas à des biens essentiels, à des biens communs ou à l'intérêt général. Et en fait, là, ça n'a pas trop fonctionné, enfin, ça n'a pas très, très bien fonctionné. La preuve en est, c'est ce que tu dis ? C'est pas que ça n'a pas bien fonctionné, c'est même l'inverse. On en est aujourd'hui. Spécialiste de la Poste. Non, oui, voilà. on en est aujourd'hui sur la Poste à un stade. Après, on pourra parler d'autres choses, mais à un stade où on en est à je vais dire le terme qui me vient, même si c'est un peu... On en est à punir la surqualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des lettres qui vont être distribuées trop vite, elle est là, on pourrait la distribuer le lendemain. Non, il faut attendre. Il y a des postiers qui se font, des facteurs qui se font taper sur les doigts parce qu'ils font de la surqualité. C'est un terme postal. Quand vous distribuez trop vite le courrier, il est là, il est arrivé, vous pourriez le distribuer. Vous le mettez de côté pour attendre. Il a payé le timbre vert, il faut attendre les 4 jours. Oh, pas trop. C'est fou. C'est comme, on en est, et ça, on appelle ça au nom de l'efficience. Mais quelle efficience ? Au nom de la rentabilité, mais quelle rentabilité ? Puisque c'est, le timbre, la dissociation des timbres verts et rouges, vous voyez, pour moi, on met des gammes, on est encore sur une segmentation des produits. On rompt le service. Il est là, il y a moins de courrier. On sait bien qu'il y a des périodes où il y a plus de courrier que d'autres. Il pourrait distribuer l'eau en 24 heures, pourquoi ne pas le faire ? On en est à quelque chose qui me semble aberrant. Donc, et c'est vrai que cette dimension-là est absolument... Ce qui veut dire que pour la Poste, mais arrêtons de parler de la Poste, oui. mais pour tous les services publics, la notion, et tu l'as évoqué tout à l'heure à travers la mise en place du lean management, mais la notion de contrat d'objectif et de performance appliquée aux services publics, parce que alors peut-être certains dans la salle ne connaissent pas, mais en fait tous les services publics ont majoritairement des contrats d'objectifs et de performance. Ça n'a pas tellement de sens si c'est uniquement en lien avec la dite rentabilité, alors, c'est ça ? C'est ça, exactement. Il faudrait réussir à mettre en place, peut-être qu'on pourrait imaginer des objectifs sur des dimensions comme le lien social, la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Dans les villages, on pourrait mettre en place du bien-être au travail, ou en tout cas imaginer un indice. Je suis des médecins libéraux qui réfléchissent à mettre en place des indices de bonheur partagé. C'est fou que des libéraux s'organisent pour ça, alors que côté service... il y a des mondes complètement
séparés qui sont absolument déments. Et finalement... Ces indices de bonheur partagés. Ouais. Comment savoir si ce soir, tu m'apparais très heureuse, donc peut-être c'est du 9 sur 10, je ne sais pas, la salle aussi. Mais comment tu penses que c'est possible? Parce qu'on est sur des recherches de solutions, d'immiscer dans des critères de l'écoute, en tout cas dans les solutions. Moi, je dirais l'enjeu principal, hein, c'est de lutter contre la désingularisation du service public. En gros, faire reconnaître sa spécificité, pour le dire à l'endroit. Okay. Parce que comme on a tendance à le banaliser, à dire c'est la même chose, il doit ressembler à une entreprise privée, à la fin, il n'aura pas de sens. Ça n'a plus de sens. S'il fait la même chose qu'une entreprise privée, dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée, au même tarif qu'une entreprise privée, ce n'est plus un service public. Enfin, je ne vois pas le... Je suis d'accord avec toi. C'est très clair. Donc, il y a une dimension, lutter contre cette désingularisation. Alors qu'on nous fait passer des rhétoriques, ça devrait être... Il est souhaitable que le service public ressemble à une entreprise privée. Non, pas nécessairement. Et dans mon livre, qui est un socio-historique, je parle vraiment de la Troisième République, j'explique qu'il y a eu un retournement. C'est-à-dire qu'il fut un temps, mesdames et messieurs, il fut un temps où le service public, le public, était... le modèle. Et les entreprises privées s'inspiraient de ce qui se faisait dans le public pour mettre en place, et notamment on retrouve les banques de réseau. Elles ont été nationalisées il y a longtemps, en 82, tout ça. Eh bien, ces banques de réseau, comment on appelle les agents des banques? Mince, je viens de le dire. Ce sont des agents, comme les agents du service public. Ce sont des agents. Pourquoi ce sont des agents bancaires? C'est le service public. En fait, quand les banques de réseau sont créées, ont été dissociées après les nationalisations, elles ont pris modèle sur la Banque de France. Donc des carrières longues, une évolution de carrière, on démarre en bas, on bouge, on peut gravir les échelons. C'est un modèle, c'est le modèle vraiment des évolutions de carrière qu'on retrouve dans la fonction publique. Donc le modèle de la fonction publique a pu servir à un moment donné. Et ça s'est inversé dans les années 80. Il y a eu des transformations où les logiques néo-managériales ont vraiment battu en brèche cette dimension-là, mis en place plein d'éléments. Et aujourd'hui, je crois, pour donner des solutions aussi, que les services publics constituent un contre-pouvoir. Ça n'a pas été dit tout à l'heure par François, mais un contre-pouvoir à la fois vis-à-vis de ce qui se passe dans le privé, du marché, un contre-pouvoir, mais aussi que le service public pourrait être vraiment considéré comme un principe de limitation de l'État. On ne sait pas comment ça va évoluer en 2027. Mais les services publics ont toujours joué un rôle aussi de limitation des gouvernants, un peu d'autonomie par rapport à ce qui se passait en haut de l'État. Et ça, je crois que c'est assez important que ça soit maintenu pour pouvoir distinguer les gouvernants des gouvernés, les gouvernants des agents. Et les agents des services publics ont peut-être un rôle à jouer aussi vis-à-vis, on le voit, entre les élus et les gens qui sont les salariés, qui restent dans les mairies. On le voit à d'autres niveaux, finalement, ce jeu-là. Et ça, c'est assez intéressant parce que le service public aurait, dans ces cas-là, une fonction sociale. Il pourrait assigner une fonction sociale à l'État et aider à la redéfinir. Aujourd'hui, ce que tu appelles, ça va beaucoup plus loin que l'État-providence ou... Moi, je préfère État social. Je suis plutôt État social qu'État-providence. Bien sûr. Parce que ce que j'expliquais dans le livre, c'est que l'État-providence, on a l'impression que ça vient comme ça, que c'est donné, alors que l'État social, c'est construit. C'est quelque chose où on atteint... Donc, moi, je suis plutôt Robert Castel. Il y a plusieurs courants, mais vous lirez si ça vous intéresse, les différences. Et du coup, c'est beaucoup plus large. Et en effet, ce qui me semble crucial, c'est de sortir aujourd'hui le service public. On est sur, je ne sais pas si vous faites la différence entre service public et les droits sociaux. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, on a tendance à détruire les services publics pour mettre en place de plus en plus de droits sociaux. Droits sociaux pour les handicapés, droits sociaux sur... en fait, les droits sociaux, c'est conditionnel. Il faut des conditions, il faut des seuils. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas universel. Alors que le service public, il n'y a pas de seuil. Tout le monde peut aller à la poste faire la queue, si vous avez envie. Tout le monde peut aller à la mairie pour gérer un problème de papier d'identité. Ce sont les principes que Elinor Ostrom appelle les principes de non exclusifs et non rivaux, c'est ça? Alors oui, c'est ça, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur ces questions d'égalité, d'équité. On pourrait y réfléchir, parce que de plus en plus, aujourd'hui, on est sur... Il faut sortir de ces questions d'égalité, on va mettre en place de l'équité. Et l'équité, c'est ce qui va permettre de traiter les gens différemment en fonction de leur situation.
Donc, du coup, de mettre des seuils. Donc, les droits sociaux s'appuient là-dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de droits sociaux, mais attention à ne pas tout transformer en droit social, parce que du coup, on affaiblit le service public et on va créer des inimitiés, ou en tout cas du ressentiment, parce que vous avez toujours celui qui va être « je suis juste en dessus du seuil, moi je ne peux pas en faire partie ». Vous voyez ? Donc les pauvres, ils n'en veulent pas aux très riches, ils en veulent à celui qui est un petit peu plus pauvre que lui, et qui est en dessous, et qui a droit à quelque chose. Donc ça crée... Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, le service public a même une notion de colonne vertébrale de l'État, oui. Ou au sens démocratique du terme. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a l'accès de toutes et tous, avec une dimension extrêmement universaliste. On n'exclut personne. Mais pour n'exclure personne, et là je retombe sur il ne faut pas être en situation de pénurie. Si vous ne pouvez pas offrir à tous l'accès à l'hôpital, il faudrait pouvoir soigner tout le monde, les riches et les pauvres, ceux qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers. Et si vous aviez assez de place pour soigner tout le monde, on soigne tout le monde correctement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs d'autres solutions. Là, on est dans de la gestion de la pénurie. Donc, on est en train de se dire qui on sacrifie. Vous voyez, à la fac, nous, on cherche à qui on ne donne pas la bonne salle. Il n'y a pas assez de salles. À qui Là, moi, ce matin, j'étais en train de gérer sur plein de groupes. Je cherche des salles. Ce pas les salles. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on les reçoit, on ne les reçoit pas, les étudiants. On est dans cette logique-là. Nadège, on arrive en fin de première table ronde. Quel choix, en fait, tu ferais tout à l'heure, parce que tu as parlé, nous avons parlé, on a commencé à l'évoquer, du service public facultatif, et à la fin de ton ouvrage, tu abordes la question des choix. Quel choix tu ferais pour les services publics du XXIe siècle, s'il y en avait des prioritaires ? J'essaierai de non plus pointer du doigt ce que le service public ne fait pas, ou les défauts, ou ce que ça coûte. Mais derrière les coûts, moi, j'essaierai de mettre en avant, à un moment, j'en parle dans le livre, ce qu'on appelle les coûts évités. Si le service public n'était pas là, qu'est-ce qui se passerait ? Et alors, c'est difficile à pointer, c'est difficile à comptabiliser. Ça rentre pas dans une tableur Excel, mais ça serait extrêmement intéressant, parce qu'on dit ça coûte tant. Ben oui, mais si la dame, là, elle n'était pas prise en charge, elle est âgée, du coup, sa maladie, elle serait empirée. Elle n'aurait pas, si elle n'avait pas pu faire cet examen-là, qui a permis de faire de la prévention, de détecter quelque chose à un niveau très peu avancé, eh bien, quand on la traite à un niveau plus avancé, finalement, ça coûte plus cher à la société. Même de ce point de vue-là, économiquement, je pense qu'on pourrait essayer de montrer qu'en fait, c'est plus rentable d'avoir des services publics, et d'autant plus que la dépendance aux services publics, elle n'est pas la même selon à la fois les âges de la vie, la génération, à quel stade vous en êtes. Et on voit bien qu'il y a des moments, quand vous êtes parent, vous avez besoin des écoles. Quand vous accouchez, vous avez besoin d'une maternité. Quand vous avez un accident de voiture, il faut que vous alliez à l'hôpital. Pardon, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien. Non, c'est pas grave. Mais ça, c'est extrêmement important de pouvoir avoir recours facilement. Sinon, eh bien, ça devient une dualisation de la segmentation. Ceux qui ont un accès privilégié seront traités, pas les autres. Donc, on est à nouveau sur quelque chose, une société injuste. Donc, je finirai là-dessus en disant qu'il y a les principes de justice sociale qui, je pense, sont entendables. Le service public, ça polarise politiquement. Donc, c'est quelque chose qui est très polarisant. On voit bien que la RSE, ça l'est moins, l'écologie, ça l'est moins. Il y a des thématiques qui sont moins polarisantes. Politiquement, le service public, ça polarise. C'est très, ça crée des choses. Mais c'est pour ça qu'on fait ce colloque. Oui, mais moi, je pense qu'il faut maintenir. C'est pas parce que ça polarise qu'il faut transformer le service public en commun, en RSE. C'est pas la même chose. Je pense qu'attention à ne pas diluer. La dilution des services publics, ça peut être le danger que je vois apparaître, parce qu'à la fin, une fois que vous n'avez plus les services publics nationaux, ces petits trucs locaux, un coup, c'est tellement dilué que ça va se noyer. Et la politique du CMI va se remettre en place, et à la fin, il n'en restera rien, personne n'aura rien compris. Et je termine le livre avec une citation, mais je vais essayer de vouloir citer parce que je l'aime bien. Ce que je dis, je cite Talleyrand, je ne sais pas si vous connaissez Talleyrand, mais il dit « Ce que deviendra le monde, je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que rien n'est remplacé. Ce qui finit, finit tout à fait. Et on ne voit clairement ce qu'on a perdu que quand on l'a perdu. » C'est moi qui rajoute que quand on l'a perdu, mais je trouve que c'est intéressant. On ne va pas le perdre. Surtout tout ce que tu nous as appris ce soir. Merci beaucoup, Nadège. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, pendant que je vais
inviter Régis à venir sur la scène. Je vais rappeler l'objet de cette deuxième table ronde. Alors, j'avais un secret espoir pour la venue de Willy, mais je crois qu'à cette heure-ci, je n'ai pas consulté mon téléphone et je crois qu'il est bien mieux auprès des proches ou de l'approche qui doit aider, évidemment. Alors, le deuxième sujet de table ronde concerne les comparaisons internationales. Et donc, de ce fait-là, comme je vous le disais, on va essayer de savoir, de connaître en fait, ce qui se passe un petit peu à l'étranger, quelle vision on peut en avoir. Et Régis, qui est maître de conférence à Paris-Ouest, Nanterre, c'est ça Paris-Nanterre, pardon, ok, d'accord, a écrit plusieurs articles sur le sujet de la régulation. C'est ça, Régis, je ne me trompe pas. Et dans les petites devinettes, effectivement, qui faisaient objet de teasing, il y avait deux devinettes, en fait, deux citations. Je ne sais pas si tu les as regardées, mais je pense que tu vas te reconnaître. Donc la première, c'était en l'absence de défaillance du marché, le service public n'a pas de sens d'un point de vue économique. Oui, ça casse, ça envoie. Voilà, il y a de quoi dire. Et la deuxième citation, c'était « L'État a mis en place des mécanismes d'opposition au processus de démocratisation du service public ». Ça renvoie aussi. Oui, je vois certains regards dans la salle. Donc, je vais monter sur scène et poser la question à Régis, savoir quelle citation lui revient, tout simplement. Ça va, Régis ? Ça va très bien. Je me sens tout à fait en terrain conquis après effectivement avoir dit ça. Et je pense que tu as une autre vision des choses, peut-être ? Une vision des choses sans doute effectivement un tout petit peu différente sur un certain nombre de choses. Alors c'est en partie dû précisément aux différents séjours que j'ai pu faire à l'étranger, à ce que j'ai pu voir également ailleurs. Et ce que j'ai pu voir à plus d'un titre, c'est qu'effectivement, le service public est un choix. Et que si aujourd'hui, en France, en tout cas, on le pense plutôt quasiment d'une façon métaphysique, ce qu'il devrait être, quel serait le service idéal, quel serait l'hôpital idéal, etc., etc., on arrive très rapidement à un problème économique très clair. Et ça, c'était un problème qui a été présenté par Haro dans The Limits of Organization. Il vous dit l'économie se retrouve dans une situation un peu difficile, puisqu'il doit dire on peut faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Et il y a toujours des arbitrages dans tout. Et ça, il me semble que c'est quelque chose d'important. Tu as évoqué le fait de l'étranger. Tu peux nous rappeler, est-ce que c'est possible ou pas tes expériences, je sais que tu me l'as dit en off. Alors, très rapidement. J'ai eu le plaisir d'enseigner, que ce soit au Canada, en Chine, en Mongolie, au Vietnam, en Inde, au Sénégal, en Éthiopie, évidemment dans les autres pays européens. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement ce rapport au service public, qui est un rapport au service public totalement différent. Je ne vais pas vous apprendre que si vous allez aux États-Unis, le rapport au service public n'est pas du tout le même que celui que l'on va avoir en France, ou même si vous allez en Inde, le rapport au service public n'est absolument pas le même. Parce que, et je pense que ça c'est un point qu'on ne doit jamais perdre de vue, le service public, qu'on le veuille ou non, oui, a un coût. Et même si on voudrait ne pas le voir, on ne peut pas faire sans. Et je vais vous prendre un exemple qui est un exemple très intéressant. Quand je me balade dans les pays en développement, il y a toujours quelque chose qui m'a surpris, à savoir l'anarchie sur la route. Effectivement, il y a très peu de policiers sur la route. Et en fait, on comprend ça très facilement. C'est-à-dire que oui, nous avons un État qui a assez peu de moyens. S'il a assez peu de moyens, la question c'est où est-ce que je mets les policiers ? Est-ce que les policiers, je les mets plutôt effectivement dans la rue pour faire la circulation, ou alors est-ce que je les mets ailleurs ? Et effectivement, parfois, on a des choix. Alors en France, on est plus riche, donc on a plus de luxe. Oui, mais tu ne dis pas s'il y a beaucoup plus d'accidents ou pas ? Alors, si on s'intéresse effectivement au nombre de personnes qui meurent sur la route, on se rend compte que c'est pas si délirant que ça, en fait. On a à peu près le même ratio. Alors que, franchement, quand vous allez voir comment roulent les Indiens,
Je peux juste vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Hein. Vous êtes, je sais pas, un sens interdit sur l'autoroute, c'est pas un problème. Enfin, vous allez dans certaines villes, il faut rabattre ce qu'ils appellent les oreilles des voitures. Hein. Le rétroviseur, ça sert à rien. Il y a le klaxon. C'est parce que tu nous conseilles, on est clair. Non, moi, ça n'est pas ce que je conseille, mais c'est à partir de là qu'on peut commencer à réfléchir à la chose. En se disant, oui, en France, on est biberonné à cette idée, le service public, l'intérêt général, et puis souvent, c'est service public, intérêt général, fonction publique, et on mélange tout parce qu'on ne sait pas. Et on pourrait se présenter le problème d'une façon différente, à savoir, le service public est là pour répondre à un problème. S'il n'y a pas de problème, le service public ne sert à rien. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un problème pour, je ne sais pas moi, la livraison de pain ? Vous allez chez votre boulanger, il y a des boulangers partout. Bon, j'ai besoin d'un service public de la boulangerie ? Non, j'ai besoin d'un service public lorsque je considère que le marché ne produit pas ce qui est bon, soit en termes de prix, soit en termes de qualité. Parce qu'on peut voir... On a ces deux dimensions. Si en termes de prix, en termes de qualité, j'ai pas de problème, même si c'est d'intérêt général. C'est d'intérêt général d'avoir des supermarchés qui nous distribuent de la nourriture, et vous savez que quand vous allez au supermarché, vous allez trouver à peu près tous les produits que vous voulez. Ça, c'est d'intérêt général également. Donc l'intérêt général n'est pas nécessairement du service public. Donc à partir de là, on se dit, mais alors, le service public, qu'est-ce que c'est ? Et je me suis dit, tiens, on pourrait retourner le problème plutôt que de partir de... Qu'est-ce qui est appelé service public et tenter de penser le service public ? On pourrait se dire, mais le service public, en fait, c'est un choix. C'est un choix de régulation. Alors, vous allez me dire, choix de régulation, qu'est-ce que ça veut dire ? Et dans un article, je dis, mais finalement, le service public, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des obligations, un contrôle des prix et une compensation. Donc, effectivement, oui, le service public, par définition, sous cet angle-là, ne doit pas être rentable. Voilà, il n'est pas rentable. On est d'accord. Voilà, mais il n'est pas rentable et ça pose... Sauf que pour moi, ça ne me pose absolument aucun problème. Oui, mais j'avais peur de ne pas trouver un seul point d'accord ce soir. Non, mais... C'est bon. Non, mais on en a un. On en a un. Mais si tu veux, on trouvera plein d'autres points de désaccord. Merci, je n'ai absolument aucun problème avec ça. Et donc, si on s'intéresse à cette perspective-là, on peut se dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a du service public quand on s'intéresse, par exemple, à l'école ? Parce que j'ai un enfant. Il y a la crèche. Comme vous le savez, il y a différents modèles pour la crèche. Il y a le modèle, vous allez dans le privé et vous recevez de la CAF une certaine somme d'argent. Vous avez également un modèle où la CAF paye directement et vous avez également des structures qui sont des structures publiques. Oui, mais s'il n'y a pas de crèche. Alors, c'est pas s'il n'y a pas de crèche. C'est la question qu'on va... Alors, tu allais dire. Il n'y a pas de crèches pas de crèches publiques. D'accord ? Il y a très peu de crèches publiques, donc on va avoir des crèches qui sont des crèches privées. Mais en attendant, l'État contribue quand même à, entre guillemets, rémunérer ces crèches privées, parce que vous allez voir la CAF, et la CAF va vous donner 600, 700, 800, jusqu'à quasiment 1 000 € par mois pour mettre votre enfant à la crèche. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est très clair. Alors, on peut se dire, c'est quelque chose qui serait quelque chose de pertinent, si et seulement si, en un sens, moi, offrir la crèche me coûte plus que de donner les 1 000 € directement. Alors, tu as dit que c'était une construction intellectuelle tout à l'heure, pardon, excuse-moi. Donc, en fait, par rapport aux crèches, on peut aussi désirer un maillage territorial à partir du public. Mais on peut désirer un maillage territorial. Vous avez également des gens qui vont vous dire, moi, je ne veux pas la crèche, par exemple, qui va être la crèche publique. Moi, je préfère avoir une micro-crèche bilingue, etc., avec des tarifs qui sont des tarifs complètement déliants. On peut prendre la même chose également pour l'école. On sait très bien que l'école privée, qu'on appelle privée en France, c'est jamais de l'école publique payante, puisque les professeurs sont rémunérés directement. Enfin, c'est du service public également. Sauf que vous répondez à des objectifs qui sont des objectifs différents. Quand on parle de service public, ce n'est pas juste une question de prix, c'est un rapport entre prix et une qualité, et on doit se poser la question de savoir ce que l'on veut. Comment fait-on alors pour que l'organisation sociale et politique et économique, en fait, décide de choisir, effectivement, le service public ou pas, sur un besoin identifié? L'idée est simplement de dire quelles sont les autres stratégies que je peux utiliser, et est-ce que la stratégie service public est la stratégie qui va être la stratégie la plus pertinente. Alors, on peut prendre plein d'exemples, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez que
que je vous provoque ou pas. En fait, ce soir, c'était Thomas Pérou. Et on devait avoir un débat avec une chamaillerie entre Thomas Pérou et Régis Lano. Voilà. Et donc, moi, je comptais ne pas intervenir et vous laisser mais tous les deux. Mais je peux faire... Je peux me faire une auto-chamaillerie, il n'y a absolument aucun problème. Ah non, j'essaie de te chamailler un peu. Parce que... Mais je prendrai des choses. Il y a des services publics, soyons clairs, ou qu'on considère comme étant des services publics, je vous dirais, je ne vois absolument pas leur logique. Ils sont absurdes économiquement. Lesquels Alors, un exemple que j'aime beaucoup, c'est la ligne d'intérêt national entre Porte-Maillot et l'aéroport de Beauvais. 16,50 €, interdiction de faire de la concurrence à 12 km à la ronde, et près de Nation, on aurait pu le faire, mais Anne Hidalgo a interdit effectivement aux bus de faire concurrence. Elle fonctionne bien, non ? Alors, elle fonctionne bien à 16,50 €. On envoie les bus uniquement quand les bus sont remplis, ce qui est quand même quelque chose d'assez génial. Et la concurrence qui souhaitait s'installer Porte-Maillot, souhaitait s'installer Place de la Nation, vous facturez la même chose pour 5 ou 6 €. Alors évidemment, ils ont critiqué. Alors, je vais terminer quand même, parce que comme ça, tu vas comprendre. Cette partie-là est une partie qui est hyper rentable dans le contrat. Parce que quand on a donné la gestion de l'aéroport Beauvais, c'était gestion de l'aéroport Beauvais plus cette ligne d'intérêt général. Ce qui veut dire que si je touche à la ligne d'intérêt général, je dis on porte atteinte à l'équilibre du contrat. Traduction, les Parisiens sont en train de subventionner un aéroport dont les infrastructures subventionnent Ryanair et autres. Oui. Alors, c'est un peu caricatural. La Cour des comptes le dit. Le Conseil d'État le dit. Alors, c'est un peu caricatural là-dessus. C'est un problème. J'en prendrai un autre qui va encore plus vous faire réagir. Je pense que, parce qu'il y a une quatrième partie qui est celle du débat. Je pense que tu vas avoir des questions. D'accord. Je préfère te prévenir. Ouais, est-ce que je tu sais pas veux... si tu le sentais ou pas. Oui, non, mais c'est. D'accord. Je le sens. Ok. Oui, Louis, oui, tout à fait. Mais on va en venir au débat. Parce qu'en fait, il y aura un micro, c'est par rapport aux personnes qui sont derrière leur écran. Je vous rassure, aux personnes qui sont derrière leur écran, il n'y a pas de bagarre dans la salle, tout se passe bien, tout le monde a le sourire. Donc je préfère le dire au cas où. Voilà. Régis, voilà, on se détend. Et moi, je suis très détendu. Ok. Non. L'idée est de dire, finalement, qu'est-ce que l'on veut ? Et ce que l'on veut a un prix. Il est possible d'avoir une qualité qui est une qualité bien meilleure, mais avec un coût qui sera souvent un coût plus élevé. Il est possible d'avoir une qualité plus basse, mais avec un coût plus bas. Et ensuite, il faut choisir. Je prendrai un exemple, parce que ça, c'est un exemple que j'utilise beaucoup avec mes étudiants. Vous le savez, pendant très longtemps, j'imagine, tu seras d'accord avec moi, bien sûr, André, pendant très longtemps, voilà, je vois que la salle est à peu près du même âge que moi, on ne connaissait que le TGV. Non ? Et ensuite, on a eu le Ouigo. Curieux, non ? Diversification des dispositifs. Et on a eu le Ouigo quand on a commencé à dire « Ah là là, il risque d'y avoir de l'ouverture à la concurrence ». Mais la partie qui est très intéressante, c'est que moi, quand je pose la question à mes étudiants, qu'est-ce que vous préférez, le TGV ou le Ouigo ? Tous vont me dire « Je préfère le Ouigo parce que c'est moins cher ». Et peut-être que dans la salle, ici, on préfère le TGV. Ah mais c'est possible. Et je n'ai aucun problème avec ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire qu'en un sens, on pourrait aussi tout à fait avoir de la segmentation. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir de la segmentation. Le TGV n'est pas un service public. Alors, on peut prendre les TER, tu préfères ? Vas-y. Il n'y a absolument aucun problème sur les TER. Même chose sur les TER. On peut avoir des trains qui sont des trains magnifiques. Vous allez aux États-Unis, vous avez des trains qui peuvent être dégueulasses, soyons clairs. D'accord ? Mais effectivement, vous avez des tarifs qui sont des tarifs complètement différents. Parce qu'une nouvelle fois, on dit oui, ça coûte plus cher, ça coûte moins cher. Il faut se rappeler que lorsque je prends un ticket de train, je ne paye que 30% du coût réel. Oui, entre 20 et 30% du coût réel. Donc, ça veut dire que ça a un coût qui est relativement important. Donc, la question est, qu'est-ce que je préfère ? Comme, par exemple, comme qualité de service public. Est-ce que je préfère effectivement des trains qui sont très beaux, magnifiques, toujours à l'heure, etc. Et évidemment, ça coûtera plus cher. Est-ce que je préfère une qualité un peu moindre, mais à un coût qui va être un coût plus bas ? C'est peut-être dommage que tu n'aies pas travaillé au Japon, parce qu'au Japon, ça fonctionne bien, ils arrivent toujours à l'heure, non ? Alors, oui. Mais rassurez-vous, on se connaît. Attention, je ne dis pas le service public est inefficace. Je suis simplement en train de dire plutôt, il faut qu'on réfléchisse au service public de façon différente et se dire, il faut assumer les choix que l'on fait. Les choix, c'est quoi ? C'est
Pourquoi est-ce que je vais avoir un service public là, ici? Quel est le problème? Quel est le problème que je souhaite résoudre? Est-ce que j'arrive à le résoudre avec ma stratégie service public ou est-ce que j'arrive à le résoudre avec d'autres stratégies? Et ensuite, on va se poser la question, parmi toutes ces stratégies-là, quelle est la stratégie qui va être pertinente? Et quand on s'intéresse au service public, on sait très bien, le service public, ce n'est pas juste du train, c'est une question de qualité, c'est une question de régularité, c'est une question également, évidemment, de coût. Et tout ça, ce sont des variables qui sont des variables sur lesquelles on peut jouer. Et moi, ce que je souhaiterais simplement dire, c'est accepter le fait que ces variables-là sont des variables sur lesquelles on peut jouer, que là, on a un débat qui peut être tout à fait démocratique en la matière. Je n'ai pour ma part absolument aucun préjugé sur ces choses-là. Je ne sais pas potentiellement ce que les gens vont vouloir. Ce que je vois, c'est que si vous allez effectivement à l'étranger, ce que j'appelle un service public, ça va varier de façon complètement différente. Vous allez à New York ou à Chicago, ils vont vous dire le métro qui fonctionne toute la nuit, mais avec des régularités qui sont bien moindres. À New York, pendant la nuit à 2h du matin, vous allez avoir un train tous les 25, 30, 40 minutes. Il est possible d'avoir de la régularité qui sera de la régularité différente. Vous allez à Washington, vous allez payer un prix du ticket. Régis, c'est quand même bien sympa d'avoir un train ou un métro ici tous les 5 ou 6 minutes. Mais je n'ai aucun problème. La seule chose, c'est qu'avoir un train toutes les 5 minutes, ça a un coût qui a un coût différent d'avoir un train. C'est un choix de société. C'est un choix de société. Oui, mais ce que je souhaite, c'est simplement qu'on assume ce choix de société et qu'on dise oui, je suis d'accord, j'ai envie d'avoir un train toutes les 5 minutes. Voilà le coût que ça va pouvoir avoir. Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose de suffisant ou pas suffisant? On pourrait avoir moins de régularité, on pourrait avoir une qualité supérieure, on pourrait avoir, comme on a eu pendant un temps, même si ça a disparu, une première classe et une deuxième classe, puisqu'on a pu avoir ça pendant un temps, et ensuite on voit 3 classes, pardon. Et puis ensuite on voit ce que les gens veulent. Ce que je veux, c'est qu'on arrête d'avoir simplement un discours qui est un discours purement idéologique et purement... à plus d'un titre bien pensant sur le service public. Mais en quoi c'est bien pensant, c'est bien... Je vais faire une tautologie, Régis. C'est bien de penser bien, non? Ah mais c'est très bien de penser bien. On ne va pas dire c'est mal de penser bien et c'est bien de penser mal. Enfin, nous, au niveau des... T'es d'accord avec moi? C'est bien de penser bien. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. La seule chose, c'est que oui, est-ce que je préférerais avoir des transports plus réguliers? Oui. Est-ce que je préfère avoir de la qualité? Oui. Je suis utilisateur de la ligne 13 en plus. Est-ce que je préférerais... Et t'es prof à Paris Nanterre. Voilà, et prof à Paris Nanterre quand même. Bon. Est-ce que je préférerais avoir je sais pas moi, des bus qui fonctionnent plus souvent? Est-ce que je préfère avoir plus de lignes? Oui, il n'y a pas de problème. La question, c'est à quel coût? Et est-ce que je suis prêt à payer pour ça? Est-ce que je peux te poser une question qui... peut-être te mettrait en délicatesse, ça me ferait peut-être plaisir même, tu vois. Vas-y. Ok, Régis, merci, comme ça permet de désaltérer. Donc, parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure, là, sur le sujet des 2 citations. Mais en fait, tout le monde a deviné que la citation la citation de tes publications, en l'absence de défaillance du marché, le service public n'a pas de sens d'un point de vue économique. C'est bien toi. Oui, c'est bien de moi. J'assume complètement. Et est-ce qu'on ne peut pas inverser la phrase et appliquer sur le marché tout ce que tu viens de dire et ta théorie tombe à l'eau? C'est-à-dire? N'y a-t-il pas des défaillances en fait du marché? Allez, je ne dis pas qu'il n'y a pas de défaillance de marché. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'une défaillance de marché est quelque chose qui va m'aider à penser le monde qui m'entoure. Et... si vous voulez me justifier de la nécessité d'une subvention, de la nécessité d'un service public, dites-moi, de prison, d'hôpital. Voilà. Quel est le problème qu'on va pouvoir Aux États-Unis, les prisons sont cotées en bourse. Alors, je sais que les prisons sont cotées en bourse. Je ne dis pas que c'est le modèle qui va être le modèle à suivre. Vous allez également... Merci. Je t'en prends... Allez, si tu veux continuer comme arrête ça. Arrête de te taquiner. Non, mais on est là. C'est Thomas qui devait le faire. Moi, je m'appelle André Thomas. J'ai juste inversé le nom et le prénom et voilà. Non, mais on est là pour être taquin. Je ne dis pas le modèle des États-Unis est formidable. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes dans le modèle des États-Unis? Évidemment, il y en a et il y en a beaucoup. Est-ce que ça veut dire pour autant que le modèle qu'on a en France est un modèle qui est un modèle parfait? Évidemment non.
Est-ce que ça veut dire pour autant que le modèle qu'on va avoir, je ne sais pas moi, en Chine, en Inde ou au Japon est un modèle parfait? Évidemment non. Je peux vous présenter plein de gens qui sont absolument ravis de quasiment l'absence de services publics dans certains États. Vous allez aux Émirats arabes, ils vont vous dire, voilà, on fait du régalien, etc., mais moi je suis très content avec ça. Okay. La question, c'est juste ensuite, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez payer plus d'impôts et avoir en contrepartie du service public? Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est payer moins d'impôts et ensuite trouver sur le marché des gens pour assurer des choses? Parce qu'une nouvelle fois, on est à Paris, les hôpitaux, je suis d'accord avec vous, en pratique, vous allez voir qui? Les gens vont dans des cliniques, les gens vont dans du privé, et les médecins hospitaliers, si vous voulez un rendez-vous à l'hôpital, ça va prendre je ne sais pas combien de temps, mais j'ai un cabinet qui est un cabinet privé, vous pouvez aller venir me voir, et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Régis, on a les arbitrages. Régis, je suis d'accord avec des arbitrages, mais alors qu'est-ce que tu dirais sur Doctolib, qui a été aligné pas plus tard qu'au mois de décembre? Ah, tu ne pensais pas que j'allais te poser cette question, ce n'était pas prévu. Est-ce que, effectivement, Doctolib a été aligné au mois de décembre avec l'autorité de la concurrence, qui est une autorité publique indépendante, dotée d'une personnalité morale? Parce que tout simplement, ils ont préempté le marché durant plusieurs années. Est-ce que ça, une boîte privée, n'est pas un service public déguisé, de fait, sachant que 94% des Français prennent le rendez-vous médicaux avec Doctolib? On n'a plus que deux ou trois minutes. Je vais alors à ce moment-là te faire une réponse qui va être une réponse provoque. Je pense qu'on a complètement manqué ce qu'étaient ces plateformes en ligne. Ces plateformes en ligne, les économistes vont vous dire, sont là simplement pour réduire des coûts de transaction. Uber est là pour réduire les coûts de transaction. Uber qui vient de se faire aligner hier, 1,5 milliard. Je n'ai aucun problème avec ça. Attention. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des plateformes qui visent à réduire des coûts de transaction. D'accord? Et qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies que l'on a, tu vas voir, tu vas aimer la chute. Les nouvelles technologies que l'on a font que on doit également repenser nos modes de régulation. Et je vais vous prendre un exemple. Quand je parle à mes étudiants, je leur dis, bon, est-ce que vous avez tendance plutôt à prendre les taxis ou à prendre des Uber? La plupart sont à Nanterre, sont dans des banlieues à côté. À votre avis, qu'est-ce qu'ils prennent? Plutôt des Uber. Et on se dit alors, ce qui a été pensé à l'origine, comme également remplissant des missions de service public, raison pour laquelle je vous donne un monopole qui va être un monopole de la maraude, eh bien finalement, je peux remplir ce service de façon plus efficace via le jeu des plateformes. Donc est-ce que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication ne nous obligent pas également à repenser certains services publics, ne nous obligent pas également à repenser certaines méthodes de régulation? Le taxi, c'était pertinent dans les années 40. Effectivement, je ne sais pas la voiture que je vais avoir, je ne sais pas si le type, c'est un bon chauffeur, un mauvais chauffeur, etc. etc. Aujourd'hui, un Uber, c'est 10 000 fois plus efficace. Vous n'avez pas besoin de l'attendre, il vient à vous. Je peux faire de la segmentation. Alors qu'on commence à faire en France, puisque j'ai envie d'une jolie voiture, d'une voiture électrique, d'un truc comme ça, alors que pour les taxis, non, vous prenez ce qui arrive. D'accord? On peut faire de la segmentation encore pire. Je crois la plus belle segmentation que j'ai vue, c'est en arrivant à Mumbai. Et alors là, c'est le rickshaw, vous savez, le type qui pédale et vous êtes derrière, l'auto-rickshaw. La petite voiture avec clim, la grosse voiture avec clim. Et évidemment, vous allez avoir des tarifs qui sont des tarifs différents. Là, ici, quel est le problème? J'ai besoin d'offrir aux gens la possibilité de se déplacer. C'est ça. Ok, mais on a besoin aussi d'avoir du bien commun qui est doté de l'intérêt général sur des éléments de base que sont la santé, l'éducation. On est d'accord quand même. Mais il ne nous reste plus que 2 minutes. Alors, je vais répondre à cette question-là. Et tu vas être content parce que là, on va revenir à cette question même. Non, on va revenir également à cette question de la démocratie. Tout le monde parle d'intérêt général et l'intérêt général fait consensus. L'intérêt général, c'est bien. Mais pourquoi? Parce qu'on en a tous des conceptions qui sont des conceptions complètement différentes. La question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à objectiver ce qu'on appelle l'intérêt général? Et le seul moyen de tenter de le faire, c'est de dire, voilà les arbitrages qui sont les arbitrages que je réalise. Oui, je préfère mettre plus d'argent dans tel service public et moins d'argent dans tel autre service public.
oui, je préfère réduire la régularité, mais augmenter la qualité, ou je préfère baisser la qualité et augmenter la régularité, oui, je préfère augmenter le prix du ticket, oui, etc., etc. Ce que je veux, c'est simplement qu'on se dise, voilà, le service public, c'est un choix. Et il faut bien que je comprenne quels sont les paramètres de ce choix. Je crois que ce soir, tu nous as en tout cas ouvert la nécessité de réfléchir justement à l'émergence de choix, qui sont des choix collectifs, in fine, hein, ce n'est pas des choix individuels, sinon là c'est la liberté que le marché attribue à chacun. Donc déjà d'une, parce que je vois le temps passer, j'avais prévenu effectivement l'Assemblée qu'il y avait un match ce soir entre Thomas et toi, et nous avons une pensée pour Thomas qui ne peut pas être là malheureusement pour lui. Et en tout cas, je pense que tu as rempli ton rôle, et je serais très surpris que tu n'aies pas au moins une ou deux questions tout à l'heure lors du moment d'échange, je pense. Et on peut t'applaudir. Merci. Merci, je t'en prie. Nous allons accueillir maintenant Adrien Lehmann. Sur le sujet de la troisième table ronde qui concerne quel projet, quelle doctrine pour le 21e siècle. Est-ce qu'il y a d'autres modèles possibles? Quels sont les scénarios envisageables? Adrien a écrit un livre qui est sorti récemment, je crois au mois d'octobre, de mémoire, et en fait qui présente des scénarios différents, déclinistes, stationnaires et évolutifs, on peut appeler ça comme ça, tu emploieras peut-être les termes exacts que tu as utilisés. Et donc par rapport à la devinette, parce que j'interviens également pour vous présenter le préambule de la doctrine des services publics du XXIe siècle pour la CFE-CGC. Il y avait une devinette dans le teasing, à savoir effectivement qui a dit l'État se comporte parfois comme un actionnaire majoritaire offshore. C'est pas moi. Et la deuxième citation, c'était les services publics n'ont jamais coûté aussi cher. C'est pas moi non plus. On va demander à Adrien qui est à l'origine de ces citations. Bonsoir Adrien. Ah oui, c'est mieux si on appuie sur le bouton. Bonsoir à tous, je suis hyper heureux d'être avec vous ce soir, après une dure journée de travail, et très content d'être avec toi André pour parler de services publics. Et je veux dire que je suis ravi de participer à ces échanges. Donc on va changer de tonalité. Il y avait une tonalité avec Nadège pour la première table ronde, une deuxième tonalité bien différente avec Régis pour la deuxième. Et moi je suis ravi aussi d'échanger avec toi, dans la mesure où le livre que tu as écrit... C'est gentil de le montrer, face caméra, comme ça. Oui, j'ai oublié de montrer le livre de Nadège Vézina, voilà, le service public empêché. Comme ça, la caméra, voilà, merci beaucoup. Et je reviens sur le tien, donc service public, l'urgence d'agir. Pourquoi un tel titre, Adrien? Et puis, est-ce que tu peux nous aller droit au but en nous expliquant les scénarios que tu envisages? Et puis, je voulais te demander si on se connaît quelque peu, on peut ne pas se chamailler et échanger. Non, mais moi, j'ai une personnalité où je ne me chamaille pas avec les gens. Moi aussi, ça va. Ouais, voilà. Alors, je vais vous dire d'abord parce que l'éditeur aime bien les titres un peu provocants, sinon c'est pas rigolo, il faut quand même vendre des livres, mais aussi et surtout parce que je crois que aujourd'hui on est un peu à la croisée des chemins quand on parle de services publics. Quand on regarde d'abord les jeunes collègues de l'administration, moi j'ai l'air d'avoir 25 ans, mais en fait j'ai 35 ans et donc j'ai déjà 10 ans de service public derrière moi. Quand je vois les jeunes collègues qui arrivent, ils arrivent dans un service public, mais ils arrivent de manière générale dans un monde professionnel qui est habitué aux transformations multiples. Ils savent que les carrières sur le long terme, souvent dans les mêmes institutions, ça n'existe pas, que les promesses à 2 ou 3 ans sont des promesses qui vont être parfois difficiles à tenir pour l'employeur. Et donc ils ont un rapport au travail, un rapport à leur employeur qui est assez différent
de ce rapport de long terme, plus structuré, peut-être plus établi dans le temps long qu'on pouvait connaître autrefois. Bref, on est dans un monde qui a connu de nombreuses transformations. Ça, je pense que c'est peut-être un point commun qu'on peut toutes et tous avoir ce soir. Et je trouve que quand on parle de service public, on est un peu schizophrène, quoi. Il y a des débats qui sont cloisonnés, des gens qui se parlent pas vraiment. Et si j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est pas pour faire des leçons de morale aux gens, parce que je pense que les gens en ont marre qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut faire, et comment est-ce qu'en 300 pages j'ai proposé une vision des services publics révolutionnaire, mais plutôt de se dire je vais essayer de donner quelques outils d'analyse économique, ceux qu'on utilise en économie publique, pour permettre de mieux comprendre comment le service public fonctionne, comment je peux évaluer son action, avec une dimension, disons, d'équilibre financier, une dimension de qualité, une dimension de bien-être au travail, d'autres dimensions encore, et puis comment est-ce que demain, collectivement, on peut faire mieux. Je sens que tu es en train de faire la synthèse entre Nadège et Régis, non ? Oui, je ne sais pas si je suis l'homme de la synthèse, mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver quand même des points d'équilibre. Okay. Et au fond, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'un côté les gens qui veulent détruire le service public. Enfin, je pense que les méchants Disney, ça n'existe pas dans la vraie vie. Voilà, il y a plein de gens qui essayent de trouver des solutions, du top management jusqu'au manager de proximité. Et quand on est passionné par le service public, parce que je pense que quand on est cadre aujourd'hui dans l'administration publique, c'est qu'on est passionné par le service public, on a envie de trouver des solutions. Et moi, je connais personne qui a envie de faire du mal aux agents, qui a envie de faire du mal à des équipes et qui a envie que le service public souffre. Voilà, je pense que collectivement, on a tous envie de faire mieux. Et je vous le disais, quand on parle de service public, je trouve qu'on a souvent des manières très cloisonnées de voir le problème. Vous avez d'un côté le monde des analystes financiers qui vont vous dire, et c'est vrai, que tout ça n'a jamais coûté aussi cher, c'est la vérité des chiffres. De l'autre côté, les professionnels concernés, les usagers dans certains secteurs qui signalent quand même les difficultés qu'ils rencontrent. Et cette quadrature du cercle, elle est juste insupportable. Donc effectivement, il y a des scénarios. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant. Oui, parce que moi, le problème, c'est que quand on me donne un micro, je peux le garder assez longtemps. C'est le défaut des gens qui donnent des cours. On a une forme de temps imparti et nous avons un temps relativement court. Bon, alors, il y a 3 possibilités de mon point de vue. D'un côté, il y a le coup de rabot, que je pense personne dans cette salle n'a envie de voir arriver. Et pourtant, vous avez des gens qui commencent à faire rentrer ça dans le débat public de manière très très forte, en nous dire si on ne fait rien, à un moment, il va falloir corriger, ça va faire très très mal et ça va durer 10 ans. Voilà, je pense que personne n'a envie de vivre ça. On a encore un dirigeant d'un opérateur public qui a fait des déclarations un peu dans ce sens aujourd'hui. C'est quand même intéressant. J'en profite pour rappeler qu'aucune de mes déclarations de ce soir n'engage aucun de mes employeurs et que ce sont des idées personnelles que je développe ce soir. D'un autre côté, si on ne fait rien et qu'on se dit au fond les besoins de la population c'est la seule chose qu'il faut regarder et là je m'inscris un peu dans la continuité de la table ronde précédente, à un moment on va avoir un problème d'équilibre financier, il y a des choix à faire, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il faut trouver des solutions et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met des cadres dans l'administration et pas des machines, parce que c'est des décisions qui sont pas faciles, qui sont humaines à prendre, avec une dimension financière mais avec plein d'autres dimensions. Et entre ces deux chemins, l'un qui nous envoie à la catastrophe financière, l'autre qui nous mène à une catastrophe humaine pour sauver... alors, rentabilité, c'est un terme que je trouve pas très applicable au service public, mais en tout cas, l'équilibre financier, dans une certaine mesure, la profitabilité de certains services. Je pense que personne n'a envie de sauver un totem, personne n'a envie non plus de se retrouver avec des services publics qui sont en quasi-faillite parce qu'on n'a rien fait. Moi, je pense qu'il y a un chemin entre les deux qui vise à la fois, et qui vise, je vais être un peu provoque, mais qui vise à faire confiance aux économistes. Parce que je crois que s'il y a une chose que nous apprend l'économie, c'est quand même que l'évaluation des politiques publiques, ça fonctionne. Qu'on peut construire un débat public fondé sur des faits, fondé sur une analyse du réel. Et d'ailleurs, moi, à plusieurs reprises, là, il n'y a pas très longtemps, dans une université dans laquelle je fais cours, on parle d'arrêter de relever l'assiduité des étudiants. Et donc, il y a des débats hyper idéologiques avec les collègues. Et à un moment, j'ai dit, mais vous savez quoi ? On prend un master, on évalue pendant 1 an ce qui se passe. Est-ce que tout d'un coup, tous les étudiants vont disparaître ? Ou est-ce qu'au contraire, ils vont continuer à venir parce qu'ils sont intéressés par le cours ? Est-ce qu'il faut être protectionniste ? Est-ce qu'il faut être libéral ? Je ne sais pas. Évaluons et prenons une décision sur la base de cette évaluation. Et aujourd'hui, et je pense qu'on l'a tous vécu dans la salle de plein de manières différentes, quand on parle du service public, on met souvent en œuvre des politiques qu'on fait ensuite évoluer sans les avoir évaluées. Et ça, c'est vrai que collectivement, c'est insupportable. Et en même temps, il y a probablement une dose de changement qu'il faut accepter.
j'en finis là-dessus. Moi, je pense qu'en économie, enfin, c'est pas moi, je pense, c'est une des hypothèses très très fortes de microéconomie. Ce qui compte, c'est pas le niveau, c'est la variation. C'est à peu près vrai pour toutes les variables. Quand vous rentrez sur l'autoroute, au début, vous êtes à 50, vous prenez la bretelle d'autoroute, vous montez à 130, vous ressentez de l'accélération, vous êtes à 130 et au bout de 5 minutes, vous avez l'impression de rouler au fond pas très très vite. Et d'ailleurs, vous avez envie d'accélérer un petit peu. Parce que ce qui compte, c'est pas la vitesse, c'est la variation, hein, c'est l'accélération. Ce qui compte, c'est la dérivée. En économie, c'est souvent vrai. Et c'est vrai en termes de consommation. Hein. Quand je consomme, j'ai une augmentation. Je vais me mettre à consommer des produits d'un peu meilleure qualité. Et peu à peu, je vais trouver normal de consommer ces produits-là. Et mon niveau de bien-être va à nouveau se stabiliser. Je ne vais plus ressentir les gains de bien-être qui ont été générés par mon augmentation. Et j'en finis là-dessus, promis. Ce que je veux dire, c'est que en matière de service public, on a probablement souvent dans le passé été habitué à très peu de changements. Des équipes qui sont stables pendant 10, 15 ans, des processus qu'on ne revoit pas. Et dès qu'on se met à les revoir, évidemment, c'est insupportable parce que la variation est très forte. Et donc moi, je pointerai jamais du doigt des équipes qui vivent du mal-être au travail parce qu'on change leur manière de travailler alors que ça fait 5, 10, 15 ans qu'ils travaillent de la même manière et qu'ils avaient l'impression de bien travailler. Et en même temps, cette variation, elle peut être nécessaire. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi important dans l'administration d'avoir des programmes de bien-être au travail, d'accompagnement du changement, pour faire ça au bon rythme, mais à la fin le faire au rythme du service public, parce qu'on ne travaille pas pour nous-mêmes. On ne travaille pas pour préserver notre cadre d'emploi, on travaille à la fin pour les citoyens qui nous font confiance, et parce qu'au passage, c'est quand même leur argent qu'on a mis dans le service public. Merci Adrien. Alors nous, au niveau de la CFE-CGC, en fait, la manière dont on voit les choses nécessite un préambule important. Je suis au niveau des intervenants le seul qui soit responsable syndical, comme beaucoup de collègues dans la salle. Et par rapport à notre identité au niveau de la CFE-CGC, ce qui se passe, c'est que, comme tu le sais, nous sommes un syndicat de cadres, de techniciens, d'agents de maîtrise, et nous avons tous, dans notre vie professionnelle, été en équipe de direction, encadré du personnel et eu des responsabilités pour assurer, envisager, pas seulement que le quotidien, mais la durabilité de l'entreprise. Sans durabilité de l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, il n'y a pas de salariés à accompagner, qui est l'élément fondamental aussi de nos activités militantes. Et ce que j'ai pu remarquer, ce qui m'est arrivé à moi et puis aussi pour les collègues, c'est que lorsqu'on arrive, on bascule dans la responsabilisation militante, c'est-à-dire qu'on a des fonctions de délégué syndical ou autre, l'une de nos particularités, c'est d'avoir toujours cette appétence du niveau de la stratégie et donc du futur que tu viens d'évoquer. Et alors pour les services publics, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah oui, donc pour les services publics, alors pour les services publics, on a notre doctrine repose sur 3 visions. La première qui est temporelle, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, ça a été évoqué plusieurs fois à chaque table ronde. Et pour nous, la vision temporelle, c'est le temps long, celui de l'État stratège et de sa capacité à faire des choix par rapport aux défis climatiques, par rapport aux défis numériques, par rapport aux défis industriels. Je cite 3 défis là pour l'instant qui sont très importants. La deuxième vision repose sur le domaine spatial. Voilà, on raisonne pour le service public, mais sur quel territoire ? Et le territoire qui nous semble le plus opportun, pas seulement aujourd'hui, mais depuis assez longtemps déjà, c'est l'Europe. Parce que j'habite Calais et je crois que les problèmes du retrait du cordon littoral, en fait, ne s'arrêtent pas à la frontière entre Calais et Bruges. Et le troisième socle, la troisième vision sur laquelle notre doctrine s'appuie, c'est la vision systémique. Je lisais la semaine dernière dans le journal Les Échos, je crois que c'était le PDG de Safran, qui s'inquiétait d'éventuellement de ne plus trouver suffisamment d'ingénieurs dans 5, 10 ou 15 ans, compte tenu de la baisse du niveau en mathématiques. Je vois des collègues chercheurs dans la salle avec la baisse du niveau en mathématiques prouvée par notre chute dans les classements PISA et TIMSS au niveau international. Et donc ces 3 visions nous amènent à
nous amène à des exemples et des solutions que je pourrais développer tout à l'heure. On peut avoir quelques exemples peut-être quand même. Non mais c'est vrai, parce que dans ce genre de débat, on a souvent des propos très généraux. Et alors je pense que tu n'auras pas un meilleur exemple que la navette de bus entre la Porte Maillot et l'aéroport de Beauvais, mais je suis sûr que tu en as quelques-uns. Non, ça c'est impossible. Je réserve voilà, les questions à la salle tout à l'heure. Au niveau des exemples, j'en ai plusieurs, mais je parlais tout à l'heure du premier défi, qui est un défi climatique et qui s'inscrit dans le temps long. Et je parlais en fait du retrait du cordon littoral. Pour certains qui connaissent, il y a un établissement qui s'appelle le CEREMA et qui a publié une étude qui étudie l'analyse des risques sur plein de domaines possibles. Mais là, en fait, qui a publié une étude, c'était en 2024, sur le retrait du cordon littoral et qui impacte environ, en 2050, un peu moins de 10 000 maisons. Voilà, sur toute la chaîne littorale de la France. Et en 2100, avec une hypothèse à plus 4 degrés, et on se rappelle qu'il y a certains ministres qui ont dit qu'il faut qu'on s'adapte. Bon, on espère qu'on n'arrivera pas au plus 4, mais là, ça concernerait 150 000 maisons. Si vous avez des calculettes, il y a une calculatrice, plus les bâtiments publics, plus les milliers de kilomètres de route, les centaines de milliards ne suffisent pas. Alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit on se dit, laissons le temps long, prenons le temps court et laissons les autres temps à nos enfants et aux générations futures, soit on s'inscrit effectivement dans une hypothèse de temps long et qui nécessairement est systémique, en ne déléguant pas, comme c'est plus ou moins le cas actuellement, aux communes, aux EPCI, aux intercommunalités, le soin de trouver des solutions. Je ne sais pas si Régis est d'accord, parce que... Mais voilà. C'est une petite balle perdue, là. Oui, pardon. Voilà. Donc, en fait, pour rappel, nos trois visions s'appuient sur 1, le temps long, 2, le niveau spatial, parce que même si on a une politique nationale sur, je prends cet exemple, le recul du trait de côte, ça ne s'arrête pas à Dunkerque, là où il y a la frontière entre la France et la Belgique. Je peux vous assurer, non, ce sera la même avancée. Et troisièmement, c'est la vision systémique, effectivement, qui ne peut pas, je prenais l'exemple de la déclaration du PDG de Safran, qui prouve qu'on ne peut pas raisonner en silo avec d'un côté l'éducation nationale, d'un côté les entreprises, d'un côté les individus qui se disent « moi, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas ». Et à partir de là, au niveau des solutions, je vais aller vite, il y a en fait la nécessité de faire émerger une nouvelle ingénierie publique pour raisonner autrement tout ce que tu as évoqué, et ce qui a été évoqué ce soir, le mal-être, la continuité indéclassable avec, je suis tout à fait d'accord avec toi Adrien, dans le sens où on ne peut pas s'interroger, et Régis le disait aussi, bien sûr, tout à l'heure. Je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant que tu dis quand tu parles de solutions, c'est que moi, quand j'ai sorti ce livre et que j'ai commencé à faire un peu le tour des médias cet automne, je me suis mis à écouter les podcasts, les services publics et les articles, les vidéos, machin. Et c'est souvent des heures de... Enfin voilà, ça peut être très déprimant, quoi. Enfin, genre, quand on explique pendant 1 heure pourquoi est-ce que tous les services publics ne fonctionnent plus bien, comment est-ce que c'était l'âge d'or dans les années 50, 60 et à quel point aujourd'hui c'est horrible, je peux vous dire que pour quelqu'un qui est né dans les années 90, on se dit décidément j'aurais dû vivre dans les années 50, ça aurait été quand même vachement mieux comme expérience de vie, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui on a quand même quelques bonnes raisons de penser qu'on vit mieux aujourd'hui que il y a 50 ans. Avec toi. Mais je trouve ça tellement important dans ces enceintes-là de parler des solutions et pas seulement de se rappeler d'un âge d'or qui est en train de disparaître et d'essayer de mettre l'accent aussi sur les choses positives qui sont faites dans les services publics. C'est ce que j'apprécie beaucoup dans ton livre, et il y a un exemple qui me vient en tête, c'est qui date de l'année dernière, donc vous voyez c'est très récent. Il y a eu une commission sénatoriale sur les opérateurs de l'État. Et si vous vous rappelez, il y a eu tout un battage médiatique durant plusieurs mois où l'ADEME, l'OFB ont été d'une manière très virulente, mais vraiment attaqués et laminés. Bon, ok. Il n'y a pas que, mais... Et donc cette commission sénatoriale se met en place. Et je regarde 20-30 heures d'audition, plus de
100 personnes auditionnées. Et entre nous, l'AFD, pour le coup, c'est une banque, donc c'est facile, il y a vraiment de la rentabilité, et c'est pour le coup un service public qui est rentable, même s'il y a des programmes subventionnés. Oui, je parlais aussi de l'AFD et de l'OFB aussi. L'OFB, hein, là, je pense tout le monde sait à quels exemples je cite. Et ce qui m'a frappé, Adrien, c'est que cette commission était vraiment, vraiment l'une des plus belles en termes d'exhaustivité, de diversité des personnes auditionnées. Et il y a eu 30, 40 directeurs d'établissements publics. Et ce qui m'a surpris, à la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez, comment peut-on réduire, imaginer une meilleure efficacité de l'action publique, il n'y a eu qu'un seul, je tairai le nom de l'établissement qu'il dirige, très connu, qui a répondu au rapporteur et au président, si vous voulez, donnez-nous 2 ou 3 ans entre différents directeurs d'établissements du même secteur, on va mettre les outils internes en place pour faire émerger des solutions et on va vous les présenter. Et ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire que et c'est l'une de nos 2 solutions, c'est-à-dire la nécessité de faire émerger une nouvelle ingénierie publique, mais à partir des corps intermédiaires, des représentants des salariés et des directeurs. Et là, en fait, il y a un sentiment, c'était le seul qui a proposé ça, parce que tous les autres sont venus, vous allez me dire normalement, pour défendre leur établissement, défendre ce qui est normal, hein, mais en ne proposant rien d'autre. Bah, c'est sûr que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver et n'importe qui a été en poste dans l'administration sait que venir proposer de faire des économies, bah, c'est souvent se prendre les économies soit dans la figure, pendant que l'autre à côté a réussi à sécuriser son budget. J'ai pas parlé d'économie, j'ai parlé d'amélioration de l'efficacité de l'action publique. C'est-à-dire si toi et moi, on est directeur de 2 établissements différents, je pense que compte tenu de notre tempérament, et on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça, on se dirait, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas se voir et travailler ensemble pour imaginer des solutions en écoutant les agents? Mais du coup, ça suppose aussi de se projeter dans le long terme. Oui. Et aujourd'hui, il y a des règles de finances publiques qui ont beaucoup de légitimité, mais qui rendent difficile cette capacité à se projeter dans le long terme. Enfin, je veux dire, quand en tant que directeur ou responsable de service, vous êtes pris dans des règles d'annualité budgétaire, où vous devez défendre chaque euro dépensé au 31-12, vous pouvez vous retrouver dans de grandes difficultés. Et ça vaut pour le public, mais il y a plein de boîtes privées qui fonctionnent de la même manière. Si vous allez visiter Paprec ou des établissements comme ça, c'est rempli de mobilier neuf qui est jeté par les entreprises au 31-12, puisque pour des raisons comptables, elles en ont racheté en urgence pour finir un budget, parce que la filiale n'a pas envie de perdre des crédits vis-à-vis de la maison mère. Je pense que le public a aussi à apprendre de certaines règles de bonne gestion, mais comme plein de boîtes privées. Voilà. Ça me fait penser à la création de la foncière de l'État qui a été faite la semaine dernière. Et je rejoins totalement ton analyse dans le sens où les éléments qui ont conduit à sa création, donc qui a été voté au Parlement la semaine dernière, c'est des éléments en fait qui parlent de rationalisation et d'optimisation. Mais ça ne nous donne pas le sens. Ça ne nous donne pas combien de crèches il faut à l'avenir pour le service public de la petite enfance qui a été créé, ça fait 2 ans et qui est toujours un petit peu à l'abandon. Est-ce que je pourrais donner un exemple qui... Non, c'est interdit. Un exemple qui me tient à cœur, qui est celui du plasma. En fait, qui est celui du plasma. Vous savez, il y a un établissement qui collecte le sang, les plaquettes et le plasma. Et un exemple, en fait, pour montrer l'incurie, la difficulté à produire quelque chose de bon pour l'avenir au niveau des services publics, dans la mesure où du plasma, j'aime bien cet exemple-là parce qu'en fait, on en a tous. Il est dans... Voilà, ici, on en a tous. Et malgré qu'on en ait tous, l'établissement public qui s'en occupe ne collecte que 800 000 sur les 1 400 000 litres qu'il faut collecter par an pour alimenter une usine qui est à 100% sous le contrôle de l'Agence des participations de l'État. Et donc, on en importe des États-Unis. Je regarde Régis, je ne sais pas pourquoi. Des États-Unis. Et sachant que le prix du litre de plasma sur le marché, oui, parce que ça s'achète et ça se vend, ce que nous avons tous là, se situe aux alentours de 200 à 250 €, voire peut-être plus, parce que ce sont des chiffres qui datent d'il y a 1 an, le litre. Donc vous faites le calcul, les 600 000 litres qui nous manquent actuellement, et qui d'année en année
augmente, parce qu'on parle d'une nécessité de collecte de 3 millions de litres à l'horizon 2030 pour produire des médicaments à haute valeur ajoutée pour les malades, concerne des centaines de millions d'euros. Et là, ça rejoint ce que tu dis aussi, il n'y a pas d'agrégation des comptes publics, c'est-à-dire il y a des hôpitaux qui achètent, ça ne remonte pas là-haut et on ne sait pas combien, donc on estime à 200, 150, 200 millions d'euros d'importation, alors qu'on en a tous. Alors qu'est-ce qui manque pour collecter du plasma? Moi j'habite dans une ville, à Calais, c'est une agglomération de 150 000 habitants, et on n'a aucun centre de collecte. Il y a plein de... J'ai dit de plasma, c'est des grosses machines, c'est pas comme on collecte du sang, où on peut aller d'une ville à l'autre. Et je trouve cet exemple extrêmement parlant, parce qu'il mêle à la fois la santé, à la fois l'éthique, parce que le plasma qu'on importe des États-Unis est rémunéré là-bas, ou souvent à Manhattan, ou près de la frontière mexicaine, ou le plasma qu'on importe d'un pays, de 4 pays européens, fait partie de l'Agence des participations de l'État parce qu'ils ont acheté des entreprises en Tchéquie, avec, il n'y a pas droit de rémunérer en Europe parce qu'il y a la directive HOSO, mais c'est des compensations financières. Et je trouve cet exemple fabuleux, parce que j'ai eu différents contacts avec les directeurs des établissements en off qui m'ont dit « Monsieur Thomas, vous faites bien d'en parler ». Mais est-ce que c'est pas un bon exemple au fond de défaillance de marché? En fait, le marché des médicaments, c'est un marché qui est ouvert à la concurrence, qui est régulé. Vous avez des opérateurs très variés qui investissent pour essayer de produire des médicaments de demain. Et vous avez des médicaments qui sont bien connus depuis longtemps, voire qui sont tombés dans le domaine public, qui coûtent quasiment plus rien à produire. Et ça, en général, c'est des médicaments sur lesquels on n'a pas trop de difficultés à avoir une offre qui est abondante. C'est la question des antalgiques. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelque temps, le gouvernement, moyennant des centaines de millions d'euros, a envisagé de racheter une entreprise qui produit un médicament qui est disponible en très grande quantité et très facile à produire. Mais vous avez aussi des médicaments pour lesquels on a des problèmes d'offre et de demande alors qu'ils sont simples à produire. C'est l'exemple de l'insuline par exemple en Californie pour laquelle ils ont développé une production publique d'insuline. Et il y a peut-être des médicaments, alors ou pour des questions de souveraineté sur certains médicaments industrialisés faciles à produire, ça peut être le cas des antalgiques, la question se discute, mais sinon pour ce type de production où on a un problème d'offre, en fait c'est tout simple, hein, un problème d'offre alors qu'on a une demande qui est exigeante, là peut-être que ça a du sens de faire intervenir l'État. Moi l'explication un peu micro que je vois, c'est tout simplement une question de coût. Genre, ça coûte très cher de collecter du plasma, ce que je comprends, par rapport à collecter du sang ou n'importe quel camion de collecte mis dans le local d'une entreprise peut le faire aisément. Bon, si c'est c'est souvent la réponse qu'on me fait d'ailleurs. S'il y a un problème de réseau, typiquement les grandes infrastructures en réseau, c'est pas moi qui le dis, c'est Adam Smith. Donc je pense qu'on a un peu de recul historique sur le fait que les grandes infrastructures en réseau sont souvent mieux gérées par des services publics, juste pour éviter que le monopoleur s'approprie le gain qu'il va faire de sa position dominante. Donc ça a quand même du sens. Voilà. Il y a un exemple que tu donnes dans ton livre, et tu fais référence à Elinor Ostrom, en fait, qui parle de la tragédie des communs. Et pour moi, l'exemple du plasma est totalement révélateur qu'on ne peut pas avoir de tragédie des communs, du bien commun, parce qu'on en a tous dans notre sang. Enfin, dans nos veines, pas dans le sang, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. On ne peut pas avoir de tragédie du commun, c'est-à-dire du bien commun qu'on a tous ici, gratuitement, qu'on peut avoir sur, je ne sais pas, la neige, si le pays n'a pas de neige, ou le thé, c'est pas un service public, hein, tu vois. Si le pays n'a pas de thé, il en apporte et c'est pas un service public. Mais là, en fait, on en a tous et on n'arrive pas à le collecter et on aggrave notre balance commerciale. Disons que ça montre, manifestement, c'est un monde dans lequel il y a une offre qui est abondante, mais qui est difficile à extraire. Tout à fait. Et que la difficulté de cette extraction, manifestement, un coût qui n'est pas très intéressant. Je vois Régis qui fait vraiment les gros yeux et puis sur les biens communs. Et on va passer au débat après. Les biens communs sont des biens qui sont, qui sont, par exemple, comme les ressources biologiques de la mer, donc les poissons. La Commission européenne ne dit pas les poissons, elle dit les ressources biologiques de la mer, c'est quand même vachement plus chic. Vous avez des poissons en haute mer qui sont disponibles en quantité limitée. Leur consommation, si moi je les consomme, les autres vont pas pouvoir les consommer, hein, ça va être difficile. Donc c'est des biens qui sont à la fois rivaux, hein, et en même temps qui sont non exclusifs. C'est-à-dire que je ne peux pas empêcher le fait que les gens aillent
les consommer. Et donc la tragédie des biens communs, c'est effectivement qu'ils sont condamnés à disparaître si on ne régule pas ou si on ne crée pas les conditions d'une régulation. Ça vaut pour les poissons en haute mer, ça vaut pour les pâturages en montagne, ça vaut encore pour quelques autres catégories. Mais le monde merveilleux des biens publics est effectivement un bon gisement dans les copies d'économie pour justifier l'intervention de l'État. Avant de passer aux questions de la salle, en fait, ce que, quelque part, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est que nous sommes dans l'optique de choix pour le futur, qui nécessite des services publics, notamment, et tu as très bien fait de l'évoquer, sur des infrastructures lourdes ou des réseaux. Et ces choix sont des choix démocratiques qui doivent aussi augmenter la participation des personnes. Mais je crois que tu dis très bien les choses. C'est une question de choix. Oui. Et la France est un très gros paquebot qui est maniable très lentement. Et c'est vrai que parfois, dans ce genre de débat, parce qu'on est français, qu'on aime bien débattre, on finit parfois dans des systèmes de réflexion qui sont hyper cohérents, mais qui sont complètement déconnectés de la réalité de ce qu'on est capable de faire à horizon 2, 3, 4 ans. Et je crois que cette exigence d'opérationnalité, on l'a quand même pas mal eu ce soir, et je trouve que c'est vraiment chouette. En tout cas, nous, au niveau de la CFE-CGC, on est porté pour faire des choix pour le bien commun, et que l'intérêt général soit c'est pas au-dessus du service public, mais puisse réunir le public et le privé, non pas dans une fusion juridique, pas du tout, mais en fait dans une complémentarité, parce que je crois, Adrien, que ce que demande toi, moi, la salle, les individus, c'est d'avoir un destin commun pour le XXIe siècle. Et ce destin commun ne peut pas uniquement reposer que sur l'agrégation de choix individuels qui s'apparentent à, on le voit dans la politique internationale, à celui qui est le plus fort. Merci beaucoup, Adrien. Et je crois que tu peux. Oui. Merci beaucoup. Tu peux rester là pour que. Merci. Pour que Nadège et Régis nous rejoignent pour les questions. Il nous reste quelques minutes. On a commencé exactement à 19h05 et donc à 18h05, pardon. Et on pourra. Tu veux un micro, Stéphanie? Lequel? Voilà. Merci. Alors, je vais m'adresser plus particulièrement au second intervenant. Évidemment, vous avez été un peu provocateur, donc vous allez appeler des questions. Vous avez dit qu'est-ce qu'on veut, en pensant notamment le choix entre le coût et la qualité. Et là, je rajouterais qui décide. Qui décide parce que les décideurs, on va avoir essentiellement des élus, les gouvernements, les présidents qui, eux, réfléchissent sur le court terme. Et je rejoins en ce sens des choses qui ont été dites dans le cadre des échanges. Il y a la question du long terme, il y a la question des coûts évités. Je suis personnellement secrétaire générale d'un syndicat EFA-CGC, Environnement, Forêt, Agriculture. Donc le long terme, c'est notre quotidien, c'est quelque chose de fondamental. Et pour illustrer cela, je prendrai un exemple d'actualité. On a parlé justement de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Actuellement, c'est un sujet d'actualité. Il y a la question des agriculteurs. Et les agriculteurs qui souhaiteraient, pas tous, mais qui interviennent pour avoir moins de contrôle. L'Office français de la biodiversité intervient dans les contrôles. Or, si on réfléchit sur le court terme, on va favoriser le développement des agriculteurs qui ont par ailleurs beaucoup de difficultés. Et c'est ce que privilégient actuellement les politiques. Mais si on fait disparaître l'OFB, comme c'est envisagé par certains, nous n'aurons pas les contrôles. Et qu'en sera-t-il de la pollution des eaux? Qu'en sera-t-il de l'avenir de la biodiversité qui a un rôle fondamental pour les gens sur le long terme? Donc ma question, c'est un peu comment intégrer cette notion de long terme, de coût évité dans l'approche que vous nous avez présentée. Merci. Merci pour votre question. Tu as 3 minutes. Non, mais j'ai 3 minutes. Alors, je sais que tu es efficace. La difficulté, c'est qu'en fait, là, on a vu juste 2 des étages et pas le 3e étage en fait, de la réflexion globale. La première question, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on régule. La deuxième, c'est comment on régule. Et la troisième, c'est effectivement la question des institutions, puisqu'on sait très bien qu'on peut répondre à des logiques qui sont des logiques politiques. La question qui va se poser alors, c'est de savoir qu'est-ce qu'on préfère. Une décision par des experts ou une décision qui est politique et qui, naturellement, de toute manière, sera imparfaite. Donc, soit vous considérez que l'intérêt général est quelque chose qui peut être objectivé scientifiquement, et auquel cas, effectivement, la démocratie,
c'est inintéressant, soit vous considérez que ça n'est pas objectivable et il faut que je trouve une méthode pour pouvoir le déterminer, même si à la fin, j'obtiens des résultats qui sont des résultats moyens. Donc, voilà. Donc, quand on s'intéresse au service public, effectivement, on a cette dimension-là. Mais ce que vous êtes en train de me dire, alors, je vais répondre en vous provoquant un peu, c'est que le service public va être inefficace parce qu'il répond à des logiques qui sont des logiques politiques et pas des logiques qui sont des logiques économiques. En ce qui concerne ensuite la question du long terme, les économistes ont un outil, ça s'appelle tout simplement les externalités, à savoir payer le coût réel des biens. Alors, ce qui pose une autre difficulté, qui est savoir comment est-ce que je vais mesurer l'externalité. Ça, c'est un réel problème. Et là encore, on a des tas de stratégies qui existent, parce que pour faire face à une externalité, je peux réguler, je peux mettre une taxe, je peux créer des marchés de droit, je peux, version Linostrom, laisser les gens un petit peu se débrouiller, parce qu'au final, ils sont capables, parfois, en tout cas dans certaines situations, d'y arriver. Ce que je suis en train de dire, parce que je pense que voilà, il faut que je mette... les questions arrivées, puis oui. Claire. Oui. Je ne suis pas là pour dire le service public n'est pas intéressant, n'est pas pertinent, et il faudrait le casser. Je suis en train de vous dire le service public est précisément quelque chose qui est beaucoup trop important pour qu'on refuse de ne pas se poser les questions et de ne pas remettre en cause sa propre idéologie, y compris en ce qui concerne le service public. Et de là, effectivement, avoir des logiques qui sont des logiques d'études d'impact. Est-ce que ça marche ? Où est-ce que ça a marché ? Jusqu'où est-ce que ça a marché ? Contextualiser, parce que ce n'est pas parce que ça a marché ailleurs que ça va marcher chez nous, parce que la culture est différente, les logiques sont différentes, etc., etc. Merci Régis. Nous avons 32 questions sur le chat. Donc déjà, je tiens à remercier pour la grande attention qui est portée. Et je vais tout simplement dire, déjà en préambule, avant d'en prendre une, un peu au hasard, je dois vous l'avouer, que nous répondrons à toutes les questions ultérieurement, effectivement, dans le cadre du compte rendu. Donc je vous les transmettrai et si vous avez l'occasion de prendre un petit peu de temps pour une ou deux questions afin de porter une réponse. Il y a une question qui est la suivante. Quels sont, selon vous, c'est Cédric qui la pose, ce qui relève des services publics? La justice, l'éducation, la santé, doit-on se recentrer sur quelques domaines clés? Qui veut répondre, Nadège ou Adrien, ou vous deux? En fait, il n'y a pas de formule magique. Genre, il n'y a pas écrit, il n'y a pas Dieu qui est arrivé, qui a mis, voilà, les services publics, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais c'est vrai, sinon ce serait quand même vachement plus agréable de prendre des décisions. D'abord, pour moi, il y a deux aspects qui rendent nécessaire un service public. D'abord, vous avez l'organisation de la vie collective. Vous avez besoin, et c'est ce que les libertariens vont vous dire, le cœur de l'État, police, justice, armée, monnaie. On a besoin d'infrastructures qui rendent possible la vie collective. On a besoin de droits, on a besoin de sécuriser les échanges, de sécuriser les déplacements. Bon, ça c'est facile. Permettre l'organisation de la vie collective, si j'étais en cours d'éco, je dirais permettre au marché d'exister. Et ensuite, l'État peut intervenir principalement, en tout cas de mon point de vue, là où le marché ne va pas réussir à produire en quantité suffisante un bien. Régis prenait l'exemple des boulangeries tout à l'heure. Nous, les Français, on pourrait se dire, on a besoin de ce service parce qu'en fait, c'est nécessaire de manger tous les jours. Pour autant, il n'existe pas de service qui nous permette de nous alimenter tous les jours, de service public. Pourquoi ? Parce que il y a un marché en France qui fonctionne suffisamment bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle littéralement le marché, hein, là où on va faire ses courses, pour se nourrir. Et on fait confiance à des réseaux d'entrepreneurs que sont des agriculteurs, des producteurs, des commerçants auxquels qu'on va rencontrer précisément sur la place du marché, de marketplace, comme diraient les Anglais maintenant. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce terme. En revanche, il y a des biens que le marché ne parvient pas à produire en quantité suffisante, et c'est là que l'État doit intervenir. Et c'est pas moins noble de se dire j'interviens où l'État, là où le marché n'arrive pas à fonctionner. Au contraire. Ça veut dire que ce sont des biens qu'on juge tellement essentiels qu'on va les produire alors même que les hommes et les femmes qui font la société n'arrivent pas à les produire.
Et typiquement, ce sont des biens ou des services sur lesquels vous avez du bien-être qui est créé dans la durée, qui sont en général mal valorisés à court terme par le marché. Éducation, santé, culture. Et en fait, au fond, quand vous regardez les grands ministères, il n'y a pas beaucoup de ministères qui ne sont pas centrés sur ces fonctions essentielles. Et puis ensuite, c'est des questions de justice sociale. C'est-à-dire que c'est des questions de préférence. D'une économie à l'autre, d'une société à l'autre, les agents économiques, les citoyens, les hommes et les femmes ont des préférences différentes et vont plus ou moins valoriser tel ou tel service. Au fond du compte, la seule question qui va être posée, je finis sur ça, c'est est-ce qu'on en a pour notre argent? Nous, en France, on fait le choix d'un modèle de socialisation important de l'activité parce qu'on juge qu'il y a de très nombreux services dans lesquels l'État doit intervenir. La seule question qui vaut la peine d'être posée, c'est est-ce que pour 1 euro qui est investi dans ces services publics, j'en ai suffisamment pour mon argent ou est-ce qu'on pourrait utiliser l'argent des Français d'une manière qui soit plus efficace? C'est des vrais choix de société et de mon point de vue, c'est plus un travail de sociologue ensuite d'essayer d'écrire, de comprendre les préférences des citoyens d'une société à l'autre. Mais donc c'est normal que d'un pays à l'autre, les services publics, et tu le disais tout à l'heure Régis, puissent avoir des contours complètement différents. Merci Adrien. Vous avez bien compris, cette soirée était faite pour provoquer des questions. Elle n'était pas là pour apporter des solutions. J'ai pu, mais cette fois-ci, donc en tant que représentant syndical, vous exposer un socle doctrinal, c'est un terme pompeux, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, que nous avons, nous, au niveau de la CFE-CGC, 3 choix importants, le temps long, ou très long, qu'on pourrait dire, mais qui n'est pas le nôtre, pas celui des vivants, celui de l'après. J'ai repris l'exemple du trait de côte, mais je pourrais en prendre plein d'autres, les forêts, d'autres exemples encore, et qui ne sont pas inhérents à l'environnement. J'ai pris une deuxième dimension qui est celle de l'Europe, parce que les problèmes ne s'arrêtent pas aux frontières. Et donc, la notion d'intérêt général qui est portée par l'Europe, c'est le terme, existe depuis peu de temps. Ça a été présenté au premier colloque. Le service public à la française a mis à peu près 150 ans pour trouver une dimension relativement construite et respectable. L'Europe a 80 ans et depuis le traité de Lisbonne, il y a une meilleure définition, plus aboutie, on va dire, de l'intérêt général. Mais on réclame encore, l'ensemble de la diaspora syndicale, une amélioration. Et troisième élément, il est évident que alors je crois que Régis aussi vient de le dire, et Adrien et Nadège l'ont exposé là tout à l'heure, il est évident que sans, Nadège l'a dit, démocratisation, c'est-à-dire, et je vais reprendre l'ouvrage de Thomas Pérou, qui devait être là ce soir, sans démocratisation des services publics, parce que le service public à la française n'a pas été conçu dans une perspective de démocratisation. Tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure. Alors, je n'ai pas fait d'allemand. Stadtwerk, c'est ça. Les services publics allemands par Länder ont beaucoup plus de participation paritaire, syndicale et citoyenne au niveau des instances de décision. Je fais partie d'un conseil d'administration. Nous sommes assez nombreux ici pour remarquer que nous sommes une infime partie minoritaire des conseils d'administration ou des conseils de surveillance des établissements publics. Et ça, c'est un point fondamental que le CFE-CGC revendique à la fois pour le privé et pour le public. Mais des fois, on est nous-mêmes étonnés de trouver qu'il y a plus de représentants syndicaux dans des entreprises privées que au niveau des organes de décision que dans les organes publics. Voilà. Donc, ce colloque a apporté une nouvelle dimension, je l'espère, sur des questionnements. Il n'était pas là pour trouver des solutions. Et j'aurais envie de conclure par une citation, à peu près au mot près, de Durkheim, qui est l'un des fondateurs de la sociologie. Nadège, oui, voilà. Je parle sous couvert et sous réserve. Que le peuple sent, sait et pense différemment que les individus ne le feraient personnellement. Et la responsabilité syndicale est de les éclairer et de leur donner la promesse d'un espoir, pour reprendre une parole chère à François Omril. Merci.